doucement, sans bouger. Sans va. Enfant de ce combat. Respecter. Enfant de c'est quoi ça? C'est quoi? C'est quoi maintenant? C'est toujours. Enfant de c'est quoi ça? Aïe bisé. Aïe bisé. Dansez doucement. Bringuez. Je suis en retard, je le sais. Bonjour, 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 bonjour. C'est Daniel. Je t'embrasse. Bonjour, 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 bonjour. Je suis en retard. Je devais commencer ce direct live, le rendez-vous hebdomadaire à 13h15. Chers amis, il fait très très froid en France. Donc voilà, le but de mon retard. Il fait très froid. Et on va commencer, on va y aller. Je suis, dans un instant, je suis à vous. Mes amis, mes amis, mes amours, mes amis. Je dis mes amis avec Z apostrophe A-M-I. Et puis chacun rajoute le E quand ça le convient. Voilà, bonjour à tous mes amis, ceux qui commencent à se connecter. Bonjour à tous, le retail. Le retail, et puis ça bug un peu. Bonjour à tous, bonjour. Bonjour, 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 bonjour. Zazo, mon frère, Zazo, bonjour à toi, frangin. Du côté de la Suisse aussi, il fait froid à Paris. C'est qu'en Suisse, s'il fait froid à Paris, c'est qu'en Suisse, il fait plus froid. Donc, bonjour à toi et courage pour ce froid qui commence. Courage à toi, j'embrasse ta famille, j'embrasse ton épouse, ta magnifique femme. Tu la salues au passage pour moi. Sa seule belle-sœur, hein, tu précises bien, du côté de Paris. Voilà. Mes amis, je suis à vous. Je vois Antoinette. Bonjour Antoinette. Bonjour à vous. Ça y est, on va commencer avec une belle petite musique ivoirienne, une bonne musique ivoirienne. Un bon souvenir de chez nous, à chez nous pays comme on dit. Hassan, bonjour. Ahmed, bonjour. Eva, bonjour. On va commencer avec une bonne musique ivoirienne. On commence avec une très très bonne musique ivoirienne, une musique à chez nous pays. Bonjour Mamadou Koulibaly. Premier Djoula, salut à toi mon frère. Et puis on y va avec Gadi Seli, Saint-Joseph, qui est un des grands artistes ivoiriens, un grand footballeur. Donc je dédie cette chanson à notre frère à tous, Didier Drogba, l'international. C'est pour lui que je joue son grand frère Gadi Seli, qui fut aussi un des premiers reçus par les différents chefs d'État de notre pays, la Côte d'Ivoire. Oh, la vie a changé, la vie a changé, on a tout fait pour arranger, oh, bonjour, bonjour, salut, salut, bonjour, chers amis. Ils ont tout fait pour gâter. Aïe, 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 génération compliquée. Au passage, je fais un grand clin d'œil. Je salue Gadi Seli qui est un grand frère à moi. Raoul, bonjour. Mamadou Koulibaly, bonjour. Un peu de nostalgie pour ramener les Ivoiriens à la raison. Ah, les enfants de maintenant. Dans la chemise griffée,
N'est-ce pas t'en offrir? On dit c'est moi le vrai gars. Et... Bakayoko, bonjour. Antoinette, toutou, bise. Bise ma chérie. Et la Côte d'Ivoire. Chérie. Ah, les enfants de maintenant. Kofi, bonjour. Incroyable, c'est incroyable. La jupe est plaquée. Ouf, merci. Rémi, mais ça bouge pas. Et alors c'est mon mignon. Ça dérange, malheureusement. Ibrahim, bonjour. Doucement. C'est question d'éducation. Alors, je vois Issa. Issa de Trècheville. Ah, j'embrasse Trècheville. Trècheville, ça c'est le fief. Il y a beaucoup de fans de Gadi Sely à Trècheville en plus. Bonjour frère, bonjour à tous. J'essaie de faire défiler. Tom Cacao, bonjour à toi du côté des États-Unis. Billy, bonjour. Bila, pardon, bonjour. Boki Dao, salut à toi. Lion roi, toujours roi. Et, dansez doucement, à fond de ses combats. Respecter, enfant de c'est quoi ça? C'est quoi même? On n'est pas mon pote Thomas. Respectez un peu la Côte d'Ivoire. Respectez, enfant de c'est quoi ça? C'est quoi? Sanego, bonjour. Enfant de c'est combat. Respectez un peu la Côte d'Ivoire. C'est quoi ça? Super. Arrive. Dansez doucement. Bougez. Bombez. Encore de ces combats. Même les enfants s'énervent dans ce pays. Tous ces enfants font la politique sans comprendre. C'est quoi même? Tatiana Dao, je t'embrasse, ma soeur. Seko. Aïbissé. Dansez doucement. Nathalie Gowou, ma seule petite tante à moi. Bonjour à tout le monde, bonjour à tous les Ivoiriens, bonjour à toute la Côte d'Ivoire. Je vais dire bonjour à tous les Ivoiriens. Je vais dire assez en ouais. Je vais dire Ayoka en BT. Je vais dire Akwaba. Mais je vais dire Momo en Baoulé parce que je suis né à Pakwabo dans un petit village de Boisflé. Donc je suis né en dimanche. Je m'appelle Amoui. Donc je dis Momo. Aniché. Pour ceux qui disent dans leur langue, écrivez un bonjour dans votre langue. Aniché en malinké. Et puis vive la Côte d'Ivoire. Pour la Côte d'Ivoire, au nom de la Côte d'Ivoire et au nom de la paix, au nom de la paix, je dis bonjour à toute la Côte d'Ivoire entière et je dis bonjour à Gadi Sely, à qui je rends un bel hommage, qui a une magnifique chanson, qui est un grand artiste ivoirien, qui était un grand footballeur. Et puis je dédie cette chanson que je jouais vraiment avec grand plaisir à Didier Drogba, qui est un des petits frères de Gadi Sely.
Zonzin, voilà, Zonzin, chez les Ivoiriens à Tawaké, Zonzin. Du côté, je dédie cette chanson à Dédé Drouba, qui est un peu la cible de tout le monde. On va parler un peu de lui, mes amis. On va parler de la Côte d'Ivoire et parler du sommet Union Européenne Côte d'Ivoire et Union Européenne Afrique qui s'est déroulé en Côte d'Ivoire. Parlons-en. Pour ceux qui veulent intervenir, vous pouvez me poser votre question et je répondrai sur votre question. On parlera aujourd'hui de ce beau sommet, de ce grand sommet qui est une... C'est la première fois on va dire, mais c'est pas aussi la première fois que ça, mais la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, notre pays, la Côte d'Ivoire, a rayonné encore depuis le décès de Nana Houphouët-Boigny, que la Côte d'Ivoire rayonne dans le monde entier. Et c'est une fierté, la fierté de tous les Ivoiriens, de tous les bords politiques, de toutes les sensibilités politiques et de toutes les sensibilités religieuses. C'est une fierté à tous, c'est une fierté. Et je voudrais vraiment dire merci, merci à la Côte d'Ivoire, merci à tous les Ivoiriens et merci à tous les Africains et merci à toute l'Europe qui a eu l'aimabilité d'accepter cette invitation à Abidjan, parce que ce sommet s'est déroulé généralement en Afrique du Sud. Et pour la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, 83 délégations qui ont été présentes en Côte d'Ivoire pour ce sommet et qui a placé la jeunesse africaine au cœur des préoccupations, la jeunesse africaine au cœur des débats. Pour une première fois, la jeunesse africaine a été vraiment au cœur des débats, des discussions de toutes les chancelleries et puis de toute la diplomatie politique européenne et africaine. La jeunesse africaine a été présente. Donc vraiment, je vais dire merci. Et puis très sincèrement, je vais d'abord saluer le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara. Je veux lui dire merci et lui dire un grand bonjour, merci. Merci pour cette belle occasion. Merci pour cette chance que j'appelle une chance pour la Côte d'Ivoire et pour les Africains. Merci pour la jeunesse africaine qui a été présente au cœur des discussions. Merci pour l'image de la Côte d'Ivoire. Merci pour l'image de la Côte d'Ivoire. Chers amis, c'est très important de dire merci aux autorités ivoiriennes qui ont organisé ce grand événement qui n'est pas facile à organiser, même s'il y a eu un peu de faille dans l'organisation, mais ce n'est pas facile à organiser. C'est qu'il y a la volonté politique d'un homme d'État, il y a un projet politique des hommes d'État, et il y a un réel besoin sur le continent pour la jeunesse africaine. Quand on a vu tout ce qui s'est passé en Libye et dans les pays arabes, l'esclavage qu'on a vu, la traite des Noirs au XXIe siècle, il était nécessaire et puis important, urgent surtout, de placer l'aspiration de la jeunesse africaine au cœur des négociations, des débats, des discussions et des accords. C'est la première fois dans l'histoire de notre pays que la jeunesse a été vraiment présente, a été entendue, je dis bien dans l'histoire du continent, et la deuxième fois dans l'histoire de notre pays. Depuis la mort de Houphouët-Boigny, c'est la première fois que les Ivoiriens, les Africains, la jeunesse sont au cœur des discussions, au cœur des débats des grands chefs d'État de ce monde. Donc, on va aborder rapidement, j'ai été vraiment en retard, je m'excuse pour mon retard, donc je dis merci aux autorités ivoiriennes, merci au chef de l'État ivoirien, monsieur le président Alassane Ouattara, merci pour cette grande vision, voilà, c'est une vision ouverte, une grande vision sur le monde et sur l'Afrique, et merci pour l'image de la Côte d'Ivoire qui, depuis des décennies quand même, a été ternie, a été vraiment salie, et de pouvoir rehausser un peu l'image de la Côte d'Ivoire au niveau international et au niveau continental. Ça, il faut le reconnaître, il faut le dire. Chers amis, il faut être honnête et il faut être franc. Quand le lièvre court bien, il faut reconnaître que le lièvre court bien. Très sincèrement, merci au chef de l'État ivoirien pour cette belle occasion, pour cette image qu'il a donnée à la Côte d'Ivoire. Merci d'avoir rehaussé l'image de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire en a vraiment besoin dans le monde. Et c'est aussi, ça a des répercussions et ça a des bénéfices aussi sur nous les Ivoiriens qui sont à l'étranger. Surtout, après ce sommet, toutes les délégations présentes, quand elles rentrent chez elles, on parle de la Côte d'Ivoire et vous allez voir que l'image de l'Ivoirien à l'étranger va changer. Et cette fierté, parce que c'est ça la fierté d'être Ivoirien. Et c'est cette fierté que Houphouët-Boigny à l'époque a donnée à la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que les Ivoiriens sont beaucoup fiers à l'étranger. C'est pas parce qu'on avait de l'argent à l'étranger ou à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. C'est parce que Houphouët-Boigny a mis l'image de la Côte d'Ivoire au cœur de sa préoccupation, au cœur de sa vision, parce qu'il avait une vision, il avait
Il avait une avance nette, une nette avance sur tous les autres chefs d'État africains. Il faut venir avec une vision beaucoup plus grande. C'est ce qui a fait cette fierté ivoirienne, cette force ivoirienne. C'est ce qui a fait que l'Ivoirien, quand il sort de la Côte d'Ivoire, il parle la tête haute, il est fier, il marche avec dignité et fierté, parce que Houphouët-Boigny a su promouvoir l'image de la Côte d'Ivoire. Faire la promotion de la Côte d'Ivoire, c'est rendre encore de plus en plus fier l'Ivoirien lui-même. Donc je voulais vraiment saluer ce courage et cette force, cette grande vision, car le président de la République, sortons un peu de notre étiquette politique et soyons objectifs et voyons vraiment plus loin que notre appareil politique. Oui, mes amis, voyons plus loin que notre appareil politique. L'image de la Côte d'Ivoire a été rehaussée à travers ce sommet, à travers des événements continentaux, à travers des événements au niveau international. C'est l'image des Ivoiriens. Combien d'Ivoiriens sommes-nous à l'étranger aujourd'hui? Demain, vous allez voir dans les administrations allemandes, pour la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, nous avons reçu la chancelière allemande en Côte d'Ivoire, donc Angela Merkel pour la première fois. Ça aussi, c'est l'image de la Côte d'Ivoire. Ma grande sœur, Yolande Kofi, je t'embrasse très très fort. Femme forte, femme grande, je t'embrasse au passage. C'est l'image de la Côte d'Ivoire. Vous allez voir demain à Berlin, en Allemagne, les Ivoiriens qui sont en Allemagne. Les Allemands auront un autre regard sur les Ivoiriens qui sont en Allemagne parce que Angela Merkel a été en Côte d'Ivoire. Et le fait que Angela Merkel soit en Côte d'Ivoire, participe à un sommet en Côte d'Ivoire, c'est une image de la Côte d'Ivoire et c'est la fierté d'un Ivoirien. Tous les Ivoiriens qui vivent en Allemagne seront fiers de rentrer dans une administration allemande et de dire « je suis Ivoirien ». Les Allemands qui seront là-bas sauront que « ah oui, c'est un grand pays, c'est le pays qui a invité Angela Merkel, notre chancelière ». Et c'est comme ça on valorise l'être humain, c'est comme ça on valorise l'Ivoirien et c'est comme ça on valorise la Côte d'Ivoire. Mes amis, au-delà de notre ambition, au-delà de notre objectif politique, politicienne, au-delà de notre vision politique, c'est une vision beaucoup plus grande, c'est la grandeur de l'Ivoirien et la fierté de l'Ivoirien qui s'est jouée pendant ce sommet en Côte d'Ivoire devant les 83 délégations. Merci à la Côte d'Ivoire et moi je continue à solliciter, à encourager l'État qui est la continuité, de continuer à promouvoir la Côte d'Ivoire et à donner de plus en plus de place à la jeunesse ivoirienne, à la jeunesse africaine dans les discussions au sein des grands événements et au sein des grands sommets. Mes amis, nous allons parler du sommet qui s'est déroulé à Abidjan. Donc, au passage aussi, je salue tous les chefs d'État qui sont déplacés, qui ont eu l'aimabilité et l'honneur de faire honneur à la Côte d'Ivoire de se déplacer et de se rendre à ce sommet. Je remercie tous ces chefs d'État européens. Donc, de l'Europe de l'Est, il y a eu 8, les délégations de l'Europe de l'Est étaient présentes, l'Allemagne était là, la France était présente, l'Afrique du Sud était présente, toute l'Afrique entière était présente. Merci à tous ces chefs d'État d'avoir pensé pour une fois dans les discussions à la jeunesse africaine. Merci pour la jeunesse africaine. Nous pouvons continuer à travailler dans ce sens-là et aller encore davantage, faire encore plus, donner de plus en plus de place et de statuts à la jeunesse africaine, dans la société africaine, à la jeunesse africaine, dans le développement africain pour le continent, à la jeunesse africaine, dans tout ce qui est l'économie, le développement économique. Donner la place à la jeunesse africaine, la place qu'elle mérite, parce que la jeunesse est la force d'un continent, la jeunesse est la force et l'opium du peuple, la jeunesse est l'opium d'un État. Merci à tout le monde. Le sommet qui s'est déroulé à Abidjan, mes amis, est un grand sommet qui est très très important pour les Africains que nous sommes et pour la diaspora que nous sommes. Ce sommet a mis au cœur de sa préoccupation la jeunesse africaine qui est très important. J'ai déjà fait une intervention sur la jeunesse africaine. J'en ai fait il y a 2 semaines, s'il me semble bien, où j'ai parlé de la nécessité de donner un statut à la jeunesse africaine, notamment à la jeunesse ivoirienne au sein de notre société au niveau de la Côte d'Ivoire. Mes amis, très sincèrement, la Côte d'Ivoire est le poumon économique de la sous-région. La Côte d'Ivoire est le miroir de la sous-région. La Côte d'Ivoire, certes, est un petit pays, mais c'est une puissance économique. La Côte d'Ivoire, certes, est un petit pays, mais c'est une puissance économique. À travers ce sommet, la Côte d'Ivoire a démontré aux yeux du monde entier que c'est un pays qui est ouvert à tout le monde. À travers ce sommet, la Côte d'Ivoire a démontré aux yeux du continent qu'elle reste une puissance économique et politique. À travers ce sommet, la Côte d'Ivoire a démontré aux yeux de la sous-région qu'elle reste la Côte d'Ivoire, qu'elle sera toujours la Côte d'Ivoire. Et ça fait rien que ça, c'est ma fierté à moi. La fierté d'un citoyen, c'est de savoir que son pays demeure une puissance. C'est ça la fierté de chaque citoyen.
La fierté d'un Ivoirien, c'est d'être fier de dire je suis Ivoirien. Je suis capable de recevoir chez moi d'autres communautés. C'est ça aussi notre fierté. La fierté d'un Ivoirien, c'est de dire je suis généreux, je suis ouvert aux autres. Même si je suis fier, je suis ouvert aux autres. Mes amis, ce sommet a placé la jeunesse africaine au cœur des préoccupations et des discussions. Qu'est-ce que nous, en tant que citoyens, nous pouvons apporter à nos États? Aujourd'hui, il faut que tous les Ivoiriens et les Africains de la diaspora prennent connaissance vraiment des enjeux qui arrivent et prennent connaissance des conclusions de ce sommet. Ce sommet préconise que la jeunesse africaine, qui soit au niveau de la diaspora, soit une source de développement, participe économiquement et sur le plan professionnel au développement des différents États, de leurs États d'origine, dont de la diaspora. Au cours de ce sommet, je vais vous apporter faire juste un petit résumé de ce sommet. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails de ce sommet, mais juste un bref résumé de ce sommet pour qu'on puisse avancer et qu'on ne prenne pas trop de temps à discuter, à perdre du temps sur des discussions qui n'ont pas vraiment lieu d'être. Cherchons à construire plutôt qu'à détruire. Cherchons à proposer et à encourager les États à faire mieux et à faire davantage plutôt que d'être dans la critique constante. Mes amis, moi je vais être franche avec vous. Je ne suis pas une citoyenne qui dort dans une critique à critiquer pour critiquer. Je suis une citoyenne qui apprécie quand c'est bien, qui apprécie quand c'est bon, qui apprécie quand c'est bien fait. Je suis une citoyenne qui critique quand c'est mal fait, qui critique quand c'est pas bien fait. Donc, je suis cette citoyenne qui apporte une critique constructive dans l'intérêt de la nation ivoirienne et de la République, et non une citoyenne, une militante des partis politiques qui est constamment dans la critique pour critiquer et faire de la petite politique politicienne. Non, je ne fais pas partie de ce club d'amis qui pensent que le président Alassane Ouattara, étant donné qu'il n'est pas de leur bord politique, alors tout ce qu'il fait, quand c'est bon, il faut dire que c'est mauvais. Je ne fais pas partie de ces genres de personnes. Moi, je suis une citoyenne ivoirienne. Je suis une citoyenne ivoirienne. Moi, je suis une citoyenne pour la paix. Je suis dans une démarche de paix. Je suis dans une démarche de reconstruction. Je me dois de dire merci quand ça va. Je me dois de dire merci, monsieur le président, parce que là, vous avez bien fait. Je me dois de dire, monsieur le président, attention, là, c'est pas bien fait. Ça, c'est mon rôle de citoyenne. Quand on aspire à la paix, on aspire à la construction, on fait des propositions et on encourage davantage pour aller vers une construction solide. Je suis dans cette démarche et beaucoup d'entre vous aussi, mes amis, vous êtes dans cette démarche-là. Nous sommes cette majorité silencieuse qui aspire à la paix et que un mini-groupe d'individus veulent empêcher de construire. Moi, j'ai été clair et je le dis clairement. Mes amis, citoyens pour la paix, la majorité silencieuse, allons-y à la paix. Ceux qui n'ont pas envie de construire la paix, ils peuvent attendre. Nous, on ira à la paix. Et nous irons à la paix. Ce sommet qui s'est déroulé à Abidjan est très important pour la jeunesse ivoirienne et est très important pour la diaspora ivoirienne que nous sommes. Je fais partie de la diaspora, donc je suis concernée. Je suis vraiment concernée par ce sommet. Ce sommet m'a vraiment intéressée et ça fait 6 mois que j'essaie de lire les rapports pour comprendre qu'est-ce qui va se jouer sur le continent pour nous. Grogouye Ibei, bonjour. Donc, ce sommet est tellement important pour nous, diaspora, et il faudrait qu'on ait accès au résumé, on ait l'information juste de ce qui s'est passé à Abidjan entre ces 83 délégations, de savoir ce qui s'est réellement passé et comment on peut s'organiser pour participer aussi et que tous les Ivoiriens dans leur ensemble, sans distinction, puissent bénéficier de façon équitable et égale à tous ces projets, ces bons projets, ces projets pour le développement de notre continent et pour le développement de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, l'Europe est préoccupée par la jeunesse africaine qui, en masse, fuit le continent pour se réfugier en Europe. L'Europe est préoccupée par cette masse de jeunesse africaine. Ça veut dire la force, parce que la jeunesse, c'est l'opium d'un continent. La jeunesse, c'est la force d'un continent. Parce qu'après les jeunes, on a les vieux. Les vieux ne peuvent pas continuer à faire émerger un continent. Les vieux ne peuvent pas continuer à développer un continent. Parce qu'après la vieillesse, on tend vers la mort. Alors, c'est la jeunesse qui doit prendre la relève. Donc, l'Europe, les Européens sont inquiets de cette jeunesse africaine qui ne participe pas pleinement au développement de son continent et qui n'est pas en réalité organisé pour pouvoir être un acteur important dans le développement
dans nos différents pays d'origine. Alors, l'Europe a décidé, avec tous les chefs d'État africains, pendant le sommet du G20, comment accompagner la jeunesse africaine sur le continent à participer, à être importante dans le dispositif de notre pays. Donc, l'Europe a mis en place un projet pour la diaspora. Un projet pour la diaspora. Il faut vraiment qu'on suive vraiment, je ne vais pas être très très long, détailler tout ce projet. Chacun ira faire des recherches, mais je vais donner juste un petit résumé de ce projet. Un projet pour la diaspora. Les diasporas africaines qui sont en Europe aujourd'hui, il n'y a pas de travail en Europe aujourd'hui. Il n'y a plus de travail. Surtout au niveau de la France, je prends le cas de la France où je vis, où beaucoup d'entre nous, beaucoup d'Ivoiriens vivent en France. Il n'y a plus de travail au niveau de la France. La France a un taux de chômage qui est très élevé. Donc la France n'a plus d'emploi à donner à la jeunesse africaine qui vient immigrer en France. Il n'y a plus d'emploi pour cette jeunesse qui fuit son continent. Donc la France cherche à réindustrialiser, aider l'Afrique à être industrialisée. Regardez le cas de la Chine. Les entreprises qui sont en Chine, ce sont des entreprises européennes avec l'échange libre et la mondialisation. Ces entreprises ont délocalisé, ont quitté la France et l'Europe pour aller s'implanter dans des pays en Asie où la main-d'œuvre est moins chère pour pouvoir faire beaucoup plus de profit. Et il s'est trouvé que la Chine, où les entreprises ont été, la Chine fournit la main-d'œuvre et la Chine apprend en même temps la connaissance, la technologie, la connaissance, apprend la connaissance. À un moment donné, la Chine a émergé et aujourd'hui, les Chinois, ils ont appris auprès des Européens. Les Chinois aujourd'hui sont capables de produire exactement ce que les Européens produisent chez eux. Donc, les entreprises chinoises deviennent directement, de façon directe, des concurrents pour ces entreprises européennes qui ont délocalisé et qui sont allées s'installer en Europe, en Chine. Du coup, étant donné que la main-d'œuvre est moins chère, donc il y a une concurrence déloyale entre les entreprises chinoises et les entreprises européennes qui sont allées s'installer en Chine. Aujourd'hui, il y a une autre mécanique, ils ont réfléchi autrement. Comment faire? Alors, le continent africain est un continent très riche. Est un continent d'ici 2050 qui sera une puissance. Si l'Afrique sait s'organiser, si l'Afrique sait travailler, si les Africains eux-mêmes prennent conscience que leur continent est un continent fort, est un continent d'avenir, que leur continent sera demain, dans les 20 années à venir, dans les 30 années à venir, donc d'ici 2050, sera le plus fort continent du monde. Alors, travaillons ensemble avec ces entreprises qui ont délocalisé, qui sont allées en Chine, aidons ces entreprises à revenir s'installer au niveau de l'Afrique, ce qui va créer de l'emploi pour les Africains et permettre aux Africains d'apprendre en même temps la connaissance avec ces entreprises qui viennent s'installer en Afrique. L'Afrique, demain, d'ici 2050, sera le grenier, comme on le dit, le grenier de l'humanité. Ça veut dire quoi? Le grenier de l'humanité, ça veut dire que c'est l'Afrique demain qui va nourrir presque toute la planète entière. C'est l'Afrique qui va nourrir au niveau alimentaire, c'est l'Afrique qui va nourrir presque toute la planète entière. Alors, il est important que la jeunesse africaine prenne conscience de sa richesse, prenne conscience de sa force, prenne conscience de son potentiel pour pouvoir participer le plus rapidement possible au développement, prendre part au développement de son continent. Il faudrait que la jeunesse africaine prenne le plus rapidement, s'organise le plus rapidement possible avec leurs différents États pour prendre part au développement économique, développement culturel et au développement mais social de son continent. C'est en cela ce sommet a été déroulé, a eu lieu à Abidjan, où toutes les délégations ont été présentes pour donner la place à la jeunesse africaine, afin qu'elle-même puisse prendre conscience de son potentiel, puisse comprendre ce qui va se jouer dans les années à venir sur le continent africain, afin qu'elle soit prête aussi à participer, à savoir que il n'y a pas qu'en Europe qu'il y a la richesse, que toute la richesse se retrouve sur le continent. Et que d'ici 2050, c'est le continent le plus riche qui est l'Afrique. Le continent qui va sauver l'humanité, c'est l'Afrique. Le continent qui va nourrir la planète entière, c'est le continent africain. Donc il faut que la jeunesse africaine prenne conscience pour pouvoir être présente au grand rendez-vous, le rendez-vous de 2050. Ce n'est pas pour nous. D'ici 2050, on n'aura pas le même âge, mais c'est pour nos enfants. C'est de ça qu'il s'agit. Mes amis, ce sommet qui s'est déroulé à Abidjan, au cœur de ce sommet, la préoccupation des chefs d'État qui sont réunis à Abidjan, c'est quelle place à la jeunesse africaine? Quelle place donnons-nous à notre jeunesse?
écouter la jeunesse africaine, comprendre ses préoccupations, ses désirs, ses besoins, pour pouvoir élaborer avec cette jeunesse un projet important, un projet fiable, un projet pour elle. On ne peut pas réfléchir tout le temps pour la jeunesse sans que la jeunesse ne soit présente. Et c'est pour cela que j'ai salué le président de la République ivoirienne, le président Alassane Ouattara, pour l'initiative, pour sa volonté de faire de la Côte d'Ivoire le miroir du continent africain. Parce que c'est ce qui s'est joué, mes amis, à Abidjan pendant ce sommet. De faire de la Côte d'Ivoire ce que Houphouët-Boigny avait fait à l'époque, le miroir du continent africain. Ce n'est pas une question de parti politique, c'est une question républicaine. Nous sommes des républicains, nous sommes des citoyens. Le président de la République est le président pour tous les Ivoiriens et non pour une frange de la population. Il faut bien que chaque citoyen ivoirien qui se sent citoyen, parce que c'est ça, on peut être ivoirien et ne pas se sentir citoyen. Moi, je suis ivoirienne, mais je me sens plus que jamais citoyenne. Pour que chaque citoyen puisse comprendre les enjeux. Aujourd'hui, il est mis en place au niveau de l'Europe et de l'Afrique le retour des compétences. Ce projet s'appelle le retour des compétences. C'est-à-dire la diaspora ivoirienne, la diaspora africaine, les diasporas qui sont au niveau de l'Europe, va participer, préparer le retour des diasporas sur le continent. Voilà le cœur de ce sommet. Le cœur de ce sommet, c'est préparer le retour des diasporas sur le continent. Comment ça se passe? Au niveau de la France, il y a eu l'immigration italienne, l'immigration espagnole, l'immigration polonaise, l'immigration portugaise. Il y a eu la même chose que les Africains et les Arabes vivent aujourd'hui en Europe. Il y a eu cette immigration ici. Quand l'Europe a compris qu'il n'y avait plus de travail pour les Espagnols, et la France a compris qu'il n'y a plus de travail pour les Espagnols, pour les Italiens, pour les Polonais, ils ont organisé la diaspora polonaise s'est organisée pour le retour en Pologne, donc ramener la connaissance en Pologne pour aider la Pologne à se développer. Donc la diaspora a joué un rôle important. Aujourd'hui, c'est ce projet qui est mis en place au niveau de l'Afrique. Et moi, je l'ai toujours dit, et je le répète tous les jours. Moi, je crois à la diaspora africaine. Je pense, et je suis sûr que la diaspora africaine jouera un rôle important. La diaspora africaine sera une diaspora qui va apporter énormément au continent africain et une diaspora qui va jouer un rôle important dans le développement sur le continent. Moi, je crois à la diaspora africaine. Et j'en suis sûr. Je sais que la diaspora, je suis convaincu que la diaspora africaine jouera un rôle très, très important en tout ce qui concerne le développement du continent africain. Parce que nous avons appris un plus. Nous avons un plus. Je ne dis pas que nous sommes mieux, mais nous avons un plus. Et je le répète tous les jours. Aujourd'hui, il y a le retour des compétences. Donc, nous, en tant que diaspora, il faudrait qu'on sorte de notre appartenance d'appareil politique pour comprendre ce qui se joue et pour pouvoir aider aussi nos compatriotes à dire, attention, il y a un projet qui est en place, tu pourrais participer à ce projet-là. Et ce projet, c'est le retour des compétences. Aujourd'hui, les entreprises, je prends un exemple très simple, mes amis. Je prends un exemple très simple. Il y a des entreprises, il y a des jeunes africains qui sont cadres dans des entreprises en Europe ici. Je prends le cas de Bouygues. Il y a combien de jeunes africains qui sont cadres chez Bouygues? Je prends le cas de Orange. Il y a combien de jeunes africains qui sont cadres chez Orange? Je prends le cas de... Bonjour, oui. Je prends le cas des entreprises, de la BNP Paribas. Je prends le cas des banques. Il y a beaucoup de jeunes cadres africains. En Europe, je prends le cas de la France, qui sont des cadres dans des entreprises françaises. Ces entreprises françaises sont représentées en Côte d'Ivoire. Dans ce projet de retour des compétences pour aider ces cadres pourraient demain participer, être volontaires pour dire je suis un cadre dans telle société, oui, je peux jouer un rôle important dans mon pays d'origine. Alors je souhaiterais, parce qu'ils sont, on va dire, binationaux, ils sont binationaux. Souvent, ils ont la double nationalité, bon, ce qui n'est pas vraiment autorisé, mais ce sont des Français, mais d'origine ivoirienne. Donc, je vais prendre juste la Côte d'Ivoire et la France pour faire un peu plus clair. Ce sont des Français d'origine ivoirienne. Mais un Français d'origine ivoirienne qui est cadre en France, qui dit, ben, aujourd'hui, moi, je suis cadre en France dans telle banque. Cette banque est représentée en Côte d'Ivoire. Je souhaiterais travailler en Côte d'Ivoire plutôt que de travailler en France. Mais il va retourner. Ce retour, ce projet entre l'Union européenne et l'Union africaine
qui s'est joué à Abidjan pendant ce sommet, qui met le cœur de la jeunesse et le retour de la diaspora des compétences, ce projet va permettre à ce cadre ivoirien d'aller travailler avec plus ou moins son même salaire pour ne pas être désavantageux. Parce qu'en France, si tu touches 1000 euros en France, je donne un exemple, tu ne vas pas accepter d'aller travailler en Afrique pour toucher 500 euros. Il faut qu'il y ait autour soit un logement, une voiture. Tout ça, c'est une organisation pour pouvoir aider la jeunesse à apporter son expertise dans le développement de son pays d'origine. Je prends le cas des infirmiers. Combien d'Africains sont des infirmiers en France? Il y en a, je peux dire, il y a plus de 5000 Africains qui sont des infirmiers en France. Alors que sur le continent africain, il y a une demande qui est très importante. Il y a un besoin qui est important au niveau des infirmiers, des médecins. Ces Africains qui sont médecins, pourquoi ils restent en France pour exercer en France? Ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas l'Afrique. C'est parce qu'ils évaluent leur salaire et ils trouvent que en Afrique, on est moins payé qu'en Europe. Alors, je préfère rester en Europe. Voyez, mes amis, c'est là où je parle de sacrifice du panafricain. On a beaucoup de panafricains qui sont des médecins et qui se réclament des panafricains. Mais ils ne veulent pas aller exercer leur métier. Et pourtant, c'est leur pays d'origine qui a payé leur bourse d'études pour qu'ils viennent apprendre les études ici en Europe. Arrivés en Europe, ils restent en Europe, ils ne veulent pas retourner au pays. Parce qu'on vous a payé la bourse d'études. L'État a payé pour vous. Vous restez en Europe, vous gardez cette connaissance que vous venez apprendre. Quand tu viens apprendre la connaissance, c'est de répartir pour apporter cette connaissance à ton pays d'origine. C'est ça le panafricanisme, normalement. Quand tu aimes ton continent, quand tu aimes ton pays, tu fais le sacrifice. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, beaucoup de médecins et beaucoup d'infirmiers restent en Europe, refusent de répartir en Afrique pour exercer leur métier. Alors qu'il y a un besoin réel sur le continent, l'Afrique a plus besoin de médecins et d'infirmiers, a besoin de corps médical. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dans ce projet de retour entre l'Union européenne et l'Union africaine, au cœur de ce projet, il y a aussi la prise en charge de cette masse de la diaspora qui a des réelles compétences que l'Afrique a besoin. Comment aider ces Africains qui ont un bagage intellectuel, qui ont cette connaissance, qui ont une valise de connaissances, comment aider cette jeunesse à repartir sur le continent pour apporter son aide au continent africain. Donc au cœur, c'est les Africains qui vont eux-mêmes aider l'Afrique maintenant. Ce ne sera plus toujours le blanc, comme on a l'habitude de le dire, c'est toujours le blanc qui vient aider les Africains. On va encourager, aider, accompagner les Africains qui ont plus de compétences et qui ont la connaissance de retourner pour aider leur pays, différents pays d'origine, s'ils ont envie. C'est de ça l'histoire. Ce projet fait partie de la préoccupation de l'Union européenne et de l'Afrique. Donc, tout ceci fait partie du sommet. Ça s'est joué au niveau d'Abidjan. Ça fait partie des discussions pendant le sommet à Abidjan. Le retour des connaissances. Le retour de la diaspora qui souhaite participer à l'émergence de son pays. Le retour des diasporas qui souhaitent participer au développement de son pays. Le retour de la diaspora qui a un projet pour son pays. C'est pour ça, pour les personnes qui me connaissent quand je manifestais dans les rues, mon discours était toujours le même jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai pas changé de discours. Je disais à l'époque que de garder les enfants à domicile, apprenons la pâtisserie. Parce que demain, ces projets vont venir. Ce sont les mêmes projets qu'on a adaptés à l'Italie, au Portugal, à l'Espagne, à la Pologne. Apprenons la pâtisserie. Parce que demain, on peut avoir un projet de retour. Moi, si je suis pâtissière, que je sais fabriquer le pain, mais dans 5 ans, je mets mon projet en place, je dis, je vais aller à Bobo pour ouvrir ma boulangerie. Je sais que si j'arrive à Bobo, que je mets en place ma boulangerie, je ne vais pas galérer. J'ai quelque chose en main, je peux servir dans mon pays. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que garder les enfants, dites-moi, tu vas garder l'enfant de qui en Afrique? Qui aujourd'hui est capable de vivre en Europe et repartir au pays pour dire, voilà, moi je retourne à Abidjan, je m'avais fait garde d'enfant. Dites-moi, quel Ivoirien qui est capable de le faire? C'est vrai, les gens ne font pas de sacrifices. Ils sont tellement pressés de gagner vite de l'argent. Parce que si je fais garde d'enfant, on me paye 1500 euros, 2000 euros, ça me convient. Mais dans 20 ans, tu fais quoi dans ton pays d'origine? Parce que les 2000 euros qu'on te paye, ça ne suffit pas pour payer ta retraite. Tu n'as pas cotisé suffisamment assez. Généralement, quand on arrive en Europe, on a déjà 30 ans. Généralement, quand on arrive en Europe, on a minimum 30 ans quand on arrive en Europe. Tu vas cotiser pendant 45 ans. Maintenant, tu es sûr que toi, tu peux travailler jusqu'à 70 ans. Garder les enfants à domicile jusqu'à 70 ans. Parce qu'il faut que ta retraite soit complète pour pouvoir toucher ta retraite. Donc, déjà, pensons à notre retour. Quand on vient ici, c'est de réfléchir, dire,
Je viens ici, je dois apprendre quelque chose qui va me rapporter demain dans mon pays. Je dois apprendre quelque chose qui va m'aider pour mon retour. Et c'est ce projet-là qui a été mis en place pour cette nouvelle jeunesse africaine. Comment l'orienter, l'aider. Alors, dans ce projet aussi, il y a eu quelque chose de formidable qui n'a jamais eu dans l'histoire de la France et de l'Afrique. Au niveau de l'éducation, beaucoup de nos cadres africains, beaucoup de nos politiques africains, des hauts cadres africains, des politiques, ils sont ministres en Afrique, les enfants viennent à l'école en Europe. Ils sont maires en Afrique, les enfants viennent à l'école en Europe. Ils sont députés en Afrique, les enfants viennent à l'école en Europe. Ils sont présidents en Afrique, les enfants sont à l'école en Europe. Ils vivent en Afrique, ils ont leur maison en Europe. C'est de l'argent du contribuable qui est gaspillé à des fins personnelles. C'est l'argent du contribuable qui est gaspillé à des fins personnelles. Dans ce projet, l'Union africaine, Afrique, permettre à ces cadres que de prendre les enfants, les emmener en Europe pour venir à l'école. Il aura, ce n'est pas virtuel en tant que virtuel, mais il aura une correspondance. Vous n'avez plus besoin de ramener vos enfants à l'école. Parce que quand vos enfants viennent à l'école ici, qui retournent au pays, on dit, il a été à l'école en France, il a plus de chances que celui qui a été à l'école au pays. Alors que celui qui a été à l'école au pays, souvent, il est plus intelligent, mais plus instruit que même celui qui a été à l'école en France. Donc, il y aura cette relation entre l'Europe et l'Afrique. Au niveau, on va jouer sur l'innovation technologique. On peut être en Afrique et faire les mêmes études que celui qui est en Europe. Donc, ça peut être le même programme. Ça veut dire, via Internet, via des blogs, via des sites Internet, vous aurez des professeurs en ligne. C'est quelque chose de merveilleux. Pour moi, je trouve que c'est innovant, c'est merveilleux, c'est bien pour la jeunesse africaine qui pense que ceux qui sont à l'école ici en Europe sont toujours mieux qu'eux. Donc, il y a un problème de complexe de croire que parce qu'on vient à l'école en Europe, on est mieux que celui qui est en Afrique. Il y aura cette égalité entre les êtres humains. C'est-à-dire que tu peux être en Afrique et puis il y a des professeurs qui seront en ligne, qui seront avec le même programme scolaire européen, si tu veux, avec les mêmes langues où les élèves qui sont en Afrique vont apprendre en ligne avec leurs professeurs. Ça permet à la jeunesse africaine de pouvoir mieux, ils seront sur le même pied d'égalité. Donnons cette chance à la jeunesse. On ne peut pas privilégier une certaine classe et puis l'autre classe qui est en bas, qui n'a pas plus de moyens, soit toujours en bas. Donc on va permettre à la classe qui est en bas de pouvoir rehausser aussi, de remonter pour être aussi au même niveau de connaissances, d'éducation, surtout que les enfants des bourgeois, des riches, des ministres, des députés, des maires. Et ça, je trouve que c'est merveilleux d'avoir un projet, ce projet dans le programme de l'Union européenne et de l'Afrique. C'est en cela que c'est intéressant, c'est magnifique, mes amis. C'est magnifique et c'est intéressant. Donnez la chance à tous. Donnez la chance à tous. Mais oui, merci ma grande sœur Yolande Kofi. Exactement. Donc, donnons la chance à tous les enfants d'être égaux. L'égalité au niveau éducatif. L'égalité au niveau éducatif. Donc, c'est intéressant, mes amis, que ce projet ait lieu et que ça fasse partie des projets. On ne peut pas reprocher à Alassane Ouattara d'avoir eu cette ambition d'aller plus grand, d'aller plus haut pour permettre à la jeunesse africaine d'être au même pied d'égalité. On ne peut pas reprocher à Alassane Ouattara d'avoir organisé un sommet aussi important à la Côte d'Ivoire. Bien au contraire, on devrait le féliciter. Moi, je pense même que toute l'opposition ivoirienne, au lieu de rester dans des déclarations un peu pas très nettes, de féliciter le chef de l'État. Mais on peut lui faire aussi des reproches. On peut aussi faire des reproches à ce niveau-là. Pourquoi l'opposition n'a pas été conviée à un grand événement? Vous voyez, c'est en cela que je dis, il faut avoir des critiques constructives. Il faut avoir des critiques objectives. Moi, je le dis clairement. C'est une grande première pour la Côte d'Ivoire. Depuis la mort de Houphouët-Boigny, c'est le seul président qui a rehaussé l'image de la Côte d'Ivoire au niveau du monde entier, au niveau planétaire. Chacun peut raconter ce qu'il veut. Moi, je ne suis pas dans ce genre je ne bois plus cette soupe-là.
Moi, j'ai dépassé 30 ans aujourd'hui. Je n'ai plus l'âge où on va me manipuler. C'est plus possible. L'âge de la raison, j'ai l'âge de la raison. Donc, on ne peut plus me manipuler. J'ai l'âge de la raison. Donc, il faut vraiment remercier le chef de l'État. Je dis que moi, je suis une républicaine. Le chef de l'État, il est le président de la République. Il a eu un rêve. Il a eu une ambition. Il a eu un projet. Ce projet, c'est de faire en sorte que le sommet se déroule en Côte d'Ivoire pour que l'image de la Côte d'Ivoire rayonne au niveau international, au niveau planétaire. Mais ce que j'ai déploré, que d'avoir des déclarations des politiciens de l'opposition, des déclarations qui ne sont pas, franchement, très honnêtement, moi je le dis très honnêtement, ces déclarations ne sont pas à la hauteur d'une vision politique pour une opposition. Moi je le dis clairement, net. Ces déclarations ne sont pas à la hauteur d'une vision beaucoup plus grande. Ce sont des déclarations qui restent au niveau identitaire, parti politique. Quand on a 83 délégations qui viennent en Côte d'Ivoire, j'aurais souhaité que le chef de l'État, que le président de la République convie toute la classe politique ivoirienne, l'opposition politique ivoirienne, toute la classe politique sans distinction à participer à un grand sommet. C'est une manière aussi d'apprendre aussi à l'opposition comment on dirige un pays. Parce que le président de la République, il est là pour orienter la politique, pour aider tous les citoyens. Parce que ceux qui sont dans l'opposition, ce sont les citoyens ivoiriens. Au-delà de leur parti politique, ce sont les citoyens. Donc j'aurais vraiment apprécié, en tant que citoyenne, que le président de la République puisse convier l'opposition, toute la classe politique, à ce grand événement. De donner aussi la place à l'opposition ivoirienne de participer à ces événements-là. Il ne faut pas exclure l'opposition à des grands rendez-vous. Il ne faut pas exclure l'opposition à des grands événements. Et c'est là où moi je peux apporter une critique. Je peux apporter une critique pour dire, monsieur le président, attention. Là, ça ne va pas. Vous ne pouvez pas exclure l'opposition ivoirienne dans la gestion républicaine. Quand on est républicain, on reste républicain. Ça, ce sont les critiques qu'on peut porter. Mais j'ai entendu des critiques qui ne sont même pas à la hauteur. L'opposition doit faire une déclaration. Si moi j'étais président de l'opposition ivoirienne, si j'avais une opposition en Côte d'Ivoire, si j'avais un parti politique en Côte d'Ivoire, moi je lui fais un appel solennel au président de la République. 2 jours même avant le sommet, pour dire, monsieur le président de la République, nous sommes tous des Ivoiriens, mais on n'a pas été conviés à un grand sommet. Pour quelle raison? Est-ce que nous sommes exclus de la République ou nous faisons partie de la République? Voilà. Est-ce que nous sommes exclus de la République, monsieur le président, ou nous faisons partie de la République? Il fallait inviter toute l'opposition ivoirienne. Que ce soit des petits mouvements politiques, que ce soit des moyens mouvements politiques, que ce soit des grands partis politiques ou des petits partis politiques, à voir, parce que c'est aussi l'image de la Côte d'Ivoire. Moi, je vais vous dire, à ce sommet, il y avait qui à ce sommet? Dans la valise d'Emmanuel Macron, dans sa délégation, il y avait Nadine Moreno. Nadine Moreno que je connais très bien. Il y avait Nadine Moreno qui était à Abidjan. Mais Nadine Moreno, elle n'est pas en marche. Elle ne fait pas partie du parti politique du président Emmanuel Macron. Nadine Moreno fait partie de l'opposition française. Donc elle est de la droite. Elle fait partie des républicains, c'est-à-dire les LR. Mais le président de la République, dans sa délégation, il a pris aussi les gens de l'opposition pour dire, voilà, on va à Abidjan, c'est l'image de la France, ce n'est plus l'image d'Emmanuel Macron, président d'En Marche, mais c'est l'image de la France. Au nom de la France, nous devons être en rang serré, alignés, tous les citoyens derrière le président de la République pour assister à ce grand événement. C'est là où moi je peux dire, c'est vraiment dans l'organisation, il y a quelque chose quand même qui a manqué. Mais c'est une très belle occasion aussi pour l'opposition de pouvoir saisir, de dire, voilà, nous sommes l'opposition ivoirienne, on fait une déclaration, et que l'opposition elle-même puisse aussi appeler le chef de l'État, parce que c'est ça aussi le rôle d'une opposition. Comment appeler le chef de l'État, l'interpeller sur des sujets de société, sur des sujets qui sont importants. Monsieur le président de la République, même faire une lettre et la publier pour dire, monsieur le président de la République, nous, on n'a pas été conviés, mais en tant qu'opposition, on souhaiterait participer à ce grand événement qui concerne notre pays à tous. Moi, je n'ai pas vu une lettre comme ça de l'opposition. Je n'ai pas vu ça. J'aurais aimé qu'il y ait, c'est-à-dire faire une conférence même de tous les partis politiques, que ce soit M. Pascal Affi-N'Guessan, que ce soit Mabri-Toi que ce soit tous les autres mouvements politiques, d'autres partis politiques, pour une fois aussi, dit voilà, nous sommes ensemble, on fait une déclaration
pour appeler le président de la République de nous convier en tant que citoyens, en tant que chef d'opposition des différents partis politiques à un événement pareil. Donc, il y a eu beaucoup de... Je parle de ça rapidement parce que j'ai eu beaucoup d'éléments comme ça sur les réseaux sociaux où je n'ai pas apprécié certaines déclarations. Je n'ai pas apprécié, mais je trouve que l'opposition souvent manque au rendez-vous. Voilà, je vais dire un mot comme ça. L'opposition manque souvent au rendez-vous. Excusez-moi. L'opposition manque souvent au rendez-vous. Parce que quand on a la chance d'avoir, quand on est politique, dans la communication, c'est ça qui est important. Souvent, l'opposition ivoirienne communique très mal. Très bien, voilà ce que je voulais dire, mes amis. L'opposition ivoirienne communique très mal. Quand je dis l'opposition, je parle tous des partis politiques. Ils communiquent très mal. Ils ne savent pas communiquer. Et ils ne savent pas utiliser la bonne communication pour s'adresser au président de la République. Et c'est là que ça a flambé un peu. Bon, on ne va pas rester très longtemps dessus. On ne va pas très rester longtemps dessus. On va continuer toujours, mes amis, notre rendez-vous. Donc, je vais vraiment remercier pour terminer, pour vous dire, mes amis, que ce sommet qui a eu lieu à Abidjan était un très grand sommet. Pour une fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, depuis la mort de Houphouët-Boigny, la Côte d'Ivoire a pu réunir toute l'Afrique entière en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est une fierté pour moi en tant que citoyenne ivoirienne. Et c'est une fierté pour beaucoup d'Ivoiriens que nous sommes. On peut dire merci au chef de l'État, même au chef de l'État et aux organisateurs. Je voulais aussi revenir rapidement sur l'organisation. Aussi, c'était très bien. Ça, je parlais de l'opposition, mais au niveau de l'organisation. Mes amis à moi, chers amis, nos frères, les citoyens ivoiriens que nous sommes. Je l'ai dit la dernière fois, c'est que le président de la République, Alassane Ouattara, a une vraie vision, a un réel projet pour la Côte d'Ivoire. Moi, quand je le dis, les gens ils me taguent de tous les noms. Bon, moi, ça, c'est pas grave. On me dit même que j'aurais eu touché des millions. Et puis, les gens sont persuadés, ils sont convaincus que je touche des millions, des millions, des millions. Ça, c'est pas grave. Je prends ça comme une bénédiction. Peut-être que ces millions sont en route, mais je ne les ai pas encore reçus. Mais très sincèrement, moi, je n'ai pas besoin, pour moi, en tout cas dans ma vision du social, je pense qu'on peut faire du social sans rien attendre en retour. Voilà. Parce que c'est ce que je pense, hein, du social. On peut faire du social sans rien attendre en retour. Mais généralement, les Africains, dans leur subconscient, dans leur tête, dans leur esprit, quand on fait du social, on doit être récompensé. Ça ne s'appelle pas social, ça s'appelle travailler. Ça s'appelle travailler. Parce que quand tu fais du social, que tu veux qu'on te récompense, c'est que tu ne fais pas du social. Tu travailles ou tu mendies. Le social, c'est quelqu'un qui n'attend rien. Moi, ça me fait plaisir de faire du social. Si ça ne te fait pas plaisir, tu ne le fais pas. Je ne suis pas contrainte de faire du social. C'est ça qui est difficile avec les Africains. C'est ce qui est très difficile avec les Africains. Beaucoup d'Africains, malheureusement, qui pensent que quand on parle de l'intérêt national, c'est que forcément, le président qui est au pouvoir t'aurait donné une enveloppe pour que tu parles de l'intérêt national. Mais quand tu es citoyen, on ne te donne pas l'argent d'être citoyen. On dit citoyen ivoirien. Est-ce qu'on te donne l'argent pour faire ta pièce d'identité? Est-ce qu'on te donne l'argent pour faire ton passeport ivoirien? Parce que quand tu vas faire ton passeport là, tu ne dis pas que tu es militant de parti politique. Tu dis je suis ivoirien, j'ai droit à un passeport ivoirien. Je suis ivoirien, j'ai droit à une pièce d'identité ivoirienne. C'est ça le devoir de citoyenneté. Moi, je n'ai pas besoin qu'on me paye pour que je fasse mon passeport. Je n'ai pas besoin qu'on me paye pour que je fasse ma pièce d'identité. Je n'ai pas besoin qu'on me paye pour que j'aille me déplacer, aller voir mes parents en Afrique. Je n'ai pas besoin qu'on me paye pour aspirer à la paix. La paix ne s'achète pas. La paix est un sacrifice de chacun d'entre nous, de chaque citoyen. C'est le sacrifice de chaque citoyen. Donc, chacun fait sa part des sacrifices. Chacun fait sa part des sacrifices. Zico, du côté d'Abidjan, merci mon frère. J'embrasse toi, Abidjan, Zico, bis à toi. Donc, chacun fait sa part des sacrifices. Mes amis, je voulais vraiment dire que la dernière fois, j'avais parlé du chef de l'État, du président de la République, Alassane Ouattara. Et j'avais dit, autour de lui, il y avait beaucoup de personnes qui n'ont pas réellement compris la vision de cet homme. Bon. Et moi, ça me peine. Très sincèrement, je suis peiné. Je suis vraiment peiné. Je pense que pour son âge, pour tout ce qu'il fait et tout ce qu'il a envie de faire, beaucoup de personnes autour de lui, malheureusement, n'ont pas compris sa vision. Donc, ils sont autour de lui parce qu'ils pensent qu'ils sont des bons militants, c'est parce qu'ils sont des bons militants qu'ils sont autour de lui. Ils sont autour de lui parce qu'ils pensent qu'ils sont les farouches défenseurs du RDS, c'est pour ça qu'ils sont autour de lui. Moi, maintenant, je vais leur dire, ils n'ont pas compris la vision d'Alassane Ouattara. Ils n'ont pas compris son projet. Quand on a un grand événement comme ça à Abidjan,
Quand on a un grand événement comme ça à Abidjan, on doit être capable de réunir tous les enfants de la Côte d'Ivoire, du nord, au sud, de l'est, au centre. Parce que la vision de l'homme de l'État, sa vision est beaucoup plus grande. C'est de réunir toute l'Afrique, de réunir le monde, l'Europe à Abidjan. Donc vous qui faites partie de l'organisation, vous devez penser exactement comme lui. Dites, mais si le président a une vision qui est grande, qui est ouverte, donc nous qui sommes dans l'organisation, il faudrait qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, on puisse ouvrir les invitations. Moi, c'est là où encore, je reproche beaucoup à certaines personnes qui sont dans l'organisation, comment ils ont organisé ce sommet, les invitations, comment ils ont distribué les invitations. Mes amis, nous sommes tous des Ivoiriens, nous sommes tous des citoyens ivoiriens. Et je le dis, je le redis, nous sommes tous des citoyens ivoiriens. Nous devons penser Côte d'Ivoire, nous devons penser la République, nous devons penser l'intérêt de la Côte d'Ivoire avant de penser à notre appareil politique. Quand il y a 100 invitations, je donne un exemple, quand il y a 100 invitations pour que la jeunesse ivoirienne participe à un sommet, il faudrait que dans les 100 invitations, on puisse avoir le même nombre de personnes de toutes les ethnies dans ces invitations. C'est ce qui a manqué à ce sommet. Quand il y a 100 invitations, moi j'aurais aimé, quand il y a 10 Koulibaly, il doit avoir 10 Zadi. Il doit avoir 10 Gueye. Il doit avoir 10 Gueye. 10 Gueye. Il doit avoir 10 Kwasi. Il doit avoir 10 Esmel. Quand il y a 100 invitations, s'il y a 10 Koulibaly, il doit avoir 10 Gueye. Il doit avoir 10 Zadi. Il doit avoir 10 Esmel. Il doit avoir 10 Kona. Il n'y a pas de raison que quand il y a 100 invitations, qu'on puisse distribuer les 100 invitations à Koulibaly et puis à Kwaku. Il n'y a pas de raison. Ça nous fait un peu RHDP. Moi, je suis vraiment désolé de le dire comme ça, mais il faut que je sois franche. Ça nous fait un peu RHDP. Ce n'est pas la vision d'Alassane Ouattara. Moi, je ne le connais pas, Alassane Ouattara. Mais je pense que ce n'est pas sa vision. Quand on a une vision de regrouper au niveau d'inviter à Abidjan, à un grand sommet, à un haut sommet, l'Union européenne et toute l'Afrique entière, on doit être capable, autour du président de la République, d'avoir l'esprit ouvert et grand ouvert. On ne peut pas avoir l'esprit fermé entre copains, entre amis. Je suis désolé de le dire comme ça. Ça, vous salissez tout le temps le travail du chef de l'État. Vous ne l'aimez pas réellement Alassane Ouattara. Vous êtes juste auprès de lui parce que vous gagnez à manger mieux que les autres. Et ça, c'est pas normal. Une organisation à un haut sommet, quand on invite, il faut avoir Yapo, il faut avoir Dibé, il faut avoir Zadi, il faut avoir Koulibaly, il faut avoir Ouattara, il faut avoir Kwaku, il faut avoir Gueye, il faut avoir Gueux. Il faut que toute la classe ivoirienne soit représentée à ce sommet. Il faut que toute la classe, parce que c'est l'image de la Côte d'Ivoire que nous donnons au monde entier. C'est l'image, les services de renseignement sont dans les salles, ils voient ce qui se passe. On ne peut pas inviter des Ivoiriens, on dit on invite la jeunesse ivoirienne, et puis on arrive, on a Koulibaly, et puis on a Kwasi. Et il n'y a que Koulibaly et Kwasi en Côte d'Ivoire, les autres ils sont où? Est-ce que le chef de l'État vous a dit qu'il avait besoin des militants, de la jeunesse du RHDP, ou il avait besoin de la jeunesse ivoirienne à ce sommet? Il y a un problème. Il y a un problème. Si vous aimez vraiment Alassane Ouattara, ayez l'esprit ouvert comme lui. Il y a vraiment un problème. Ne soyez pas fermés autour du chef de l'État. Parce que vous salissez tout le travail qu'il met en place. Il est le président de la République, il n'est pas le président d'un mouvement politique. Il n'est pas le président d'un parti politique. Il n'est pas le président d'une alliance politique. Il est le président de la République. Et la République, c'est tous les enfants de la Côte d'Ivoire ensemble. La République, c'est tous les enfants de la Côte d'Ivoire ensemble. On a une organisation, je prends un exemple. On a des délégations qui arrivent étrangères. Ces délégations étrangères qui arrivent en Côte d'Ivoire, dans l'organisation, vous avez des ministres des Affaires étrangères qui sont coincés dans l'avion, sur le tarmac. Ils ne peuvent pas descendre de l'avion parce qu'il n'y a pas d'échelle à l'aéroport pour qu'ils descendent. Est-ce que c'est Alassane Ouattara qui est au palais de la République qui va venir pour mettre échelle pour que les gens descendent, pour que les ministres des Affaires étrangères des autres pays descendent de l'avion? Ce n'est pas Alassane Ouattara de le faire. C'est à l'organisation de le faire. Vous avez des équipes de liaison qu'on appelle équipes de liaison. Dans l'organisation, des équipes de liaison, quand on met en place des équipes de liaison,
Ce sont des gens, parce que dans l'organisation, vous avez toutes les délégations qui sont représentées ne sont pas francophones. Il y a des anglophones. Il y a des gens qui comprennent. Voilà, voilà. Quand tu mets une équipe de liaison pour accompagner une délégation, il faut que l'équipe de liaison puisse parler au moins l'anglais. Vous avez des délégations qui sont étrangères, qui ne parlent pas français. Vous avez une équipe de liaison qui ne comprend même pas anglais. Bon, tu accompagnes qui? Ça, c'est une question d'organisation. Tu accompagnes qui? Un minimum de choses, c'est qu'aujourd'hui, il y a des boîtiers. On a la chance d'avoir la technique. Il y a des boîtiers. Les boîtiers, on dit 1 français, 2 anglais. Si dans l'organisation, on s'aperçoit, en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de jeunes étudiants qui parlent anglais. On sélectionne les compétences pour dire, on a une grande organisation. Le chef de l'État veut que ce soit parfait. On ne doit pas faire d'erreur. Moi, je le dis pour que ceux qui m'écoutent puissent transmettre ça au chef de l'État. Parce que ce sont des choses que vous cachez pour ne pas que le président de la République sache. Mais il faut que le président de la République sache ça. Il faut qu'il le sache. Il faut qu'il sache aussi que dans l'organisation, il y a eu quand même des petites failles. Il y a eu des failles. Moi, je vis en Europe, mais moi, j'ai ces informations. Je vis en Europe. Si j'ai ces informations, c'est que vous qui êtes à Abidjan, vous les avez. Donc, il faut que le président de la République ait cette information. Une équipe des ministres arrive, leur avion arrive sur le tarmac, et puis il n'y a personne pour les recevoir. Il reste 1 heure dans l'avion. 1 heure dans l'avion. 1 heure dans l'avion. Non, ce n'est pas question que le président de la République choisisse ses proches. Il pense que les gens sont compétents. Je pense que les gens qui mettent autour de lui, ils sont dans un truc de copinage, toujours garder les marchés pour eux. Donc, ils ne veulent pas donner les marchés à des personnes qui sont compétentes. On ne peut pas, moi je suis désolé, je ne peux pas avoir, on ne peut pas être ministre ou bien ministre et puis avoir à côté une société d'événementiel. Excusez-moi, je suis désolé. Quand on est ça c'est pas normal. Quand on est ministre, on ne peut pas avoir une entreprise ou une société dans l'événementiel. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'appel d'offres. Tous les marchés qui arrivent, c'est toi qui les récupères. Il n'y a pas d'appel d'offres. Il y a un problème. Ce n'est pas normal. Quand on est ministre, on est consacré à son ministère. Si on veut être chef d'entreprise, on démissionne et puis on va créer son entreprise. Même quand tu as une entreprise, on te nomme ministre, tu dois quitter la tête de l'entreprise pour ne pas avoir de conflits d'intérêts. Donc le président de la République, il choisit effectivement des personnes qu'il pense être compétentes, des personnes qu'il pense qui sont aussi dans le même état d'esprit que lui. Mais il ne contrôle pas ce que les magouilles, les petites magouilles que ces personnes font. C'est à nous, des citoyens que nous sommes, c'est à nous de remonter ces informations. Dieu merci, aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, on peut s'exprimer. Moi, je peux vous dire, Alassane Ouattara, il est sur les réseaux sociaux. Je peux vous dire qu'Alassane Ouattara, il n'y a pas quelqu'un qui est plus sur les réseaux sociaux qu'Alassane Ouattara. Il n'y a pas. Il dort même dessus. Il n'y a pas quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux qu'Alassane Ouattara. Donc, tout ce qui se passe, il sait, il a l'information, il sait. Donc, nous, les citoyens, là, c'est à nous de remonter ça aussi. Sur les réseaux sociaux, monsieur le président, si vous nous écoutez, voilà ce qui s'est passé, que ce n'est pas normal. Un ministre ne peut pas gérer l'organisation, prendre son entreprise privée pour gérer l'organisation d'un tel événement. Parce que le ministre, là, il ne peut pas prendre les personnes compétentes. Et aujourd'hui, on a des boîtiers. Si vous voyez, non, le président n'est pas ce que beaucoup... Exactement. Quand on a un boîtier, quand on sait qu'on a un événement, on a une société événementielle, et que les hôtesses, l'équipe qui doit accompagner les délégations, qui ne sont pas très formés à parler l'anglais, ils ne sont pas formés à parler l'anglais, ils ne comprennent pas l'anglais, on a des boîtiers, on met les boîtiers à disposition. Il y a 2 boîtiers. Donc la délégation, à la tête des délégations qui arrivent, il y a toujours l'interprète. Donc lui, il prend, tu appuies sur 2 en anglais, tu parles en français. Lui, il appuie sur 2, et ce que tu dis, il entend directement, il le comprend. Donc, il y a la traduction automatique. C'est comme ça, ça se passe. Merci, Jason J. Il y a beaucoup de ministres. Exactement. Donc, c'est malheureux. Ça fait qu'au niveau organisationnel, il y a un problème. Il y a un problème. Alors que le président a mis les moyens, il a débloqué les moyens pour que ce soit bien fait. Donc, je pense qu'il faut mettre en place, comme on le fait bien ici en France, le contrôle des ministres. Il faut vraiment contrôler les ministres.
Il faut, voilà, on a créé des sociétés au nom des cousins. C'est malheureux. Il faut vraiment contrôler. Le ministre, là, il ne peut pas avoir son cousin qui est... Souvent, vous avez des ministres, il a son cousin qui a une entreprise. Donc, tous les marchés des BTT, là, il donne à son cousin. Ce n'est pas normal dans un pays. Ce n'est pas la vision de Alassane Ouattara. Il faut que vous arrêtiez ça, monsieur le ministre. Les ministres qui font ça, là, arrêtez ça. Arrêtez parce que c'est nous les citoyens maintenant, là. C'est nous-mêmes, on va vous dénoncer. Arrêtez ça. Ce n'est pas la vision d'Alassane Ouattara. Il faut que vous arrêtiez ça. Vous êtes ministre, vous gagnez suffisamment assez. Laissez aussi les contribuables qui sont à côté bénéficier de ces petits marchés-là. Distribuer les marchés-là entre les citoyens, entre les jeunes qui ont les PME, pour qu'eux aussi, ils puissent vivre aussi décemment, comme vous et vos familles. Donc, monsieur le ministre, laissez les marchés-là, il faut qu'il y ait des appels d'offres. Ce n'est pas la vision du président de la République. Oui, la traduction simultanée, c'est ça. Ce n'est pas la vision du président de la République. Donc, tous ceux qui sont autour de lui, là, ils gâtent l'image du président de la République. Il gâte son image. Je prends le cas aujourd'hui au niveau de la diaspora. La présidence de la République de la Côte d'Ivoire, le président de la République de la Côte d'Ivoire met à disposition, je donne un exemple, 100 billets d'avion pour que la diaspora puisse participer à des événements à Abidjan. Quand on met 100 billets d'avion, quand le chef de l'État met à disposition 100 billets d'avion pour que la diaspora puisse participer à des événements à Abidjan, il faudrait que ces 100 billets d'avion soient mis à la disposition des Ivoiriens. Tous les Ivoiriens ne sont pas 100, mais il y a 100 billets d'avion qui sont mis à disposition. Mais quand ces 100 billets d'avion arrivent, qu'ils tombent dans la main des mouvements politiques proches du pouvoir en place, il y a un problème. Vous regardez la liste des personnes qui sont invitées, ils arrivent, ils disent oui, ils sont la diaspora. Mais vous n'êtes pas la diaspora, vous êtes un militant du RHDP. Vous n'êtes pas la diaspora. Non, la diaspora ivoirienne n'est pas des militants du RHDP. Donc quand les billets d'avion sortent de la présidence, ça arrive en France et directement c'est remis au président du RHDP ou à l'organisation du RHDP qui se charge de distribuer les billets d'avion pour dire la diaspora ivoirienne a participé à l'événement à Abidjan. Mais quelle diaspora ivoirienne? Ce sont des militants du RHDP. Il faut que ça s'arrête. Il faut que le président prenne connaissance que les gens qui arrivent à Abidjan qui se prennent pour la diaspora, ce ne sont pas la diaspora. Ce sont des militants du RHDP. Donc ce sont des mouvements politiques de soutien souvent aux personnalités, à la représentation diplomatique en France qui se déplacent pour aller à Abidjan. C'est là que j'ai parlé la dernière fois du problème de la représentation au niveau en Europe ivoirienne. L'ambassade de Côte d'Ivoire, c'est vrai, c'est une diplomatie. On dit l'ambassade de Côte d'Ivoire, c'est une représentation diplomatique. On est d'accord. Elle fait de la politique. Mais des fonctionnaires qui sont à l'ambassade de Côte d'Ivoire n'ont pas à avoir des mouvements de soutien autour d'eux. Ils ne sont pas des politiques. Vous allez à l'ambassade de Côte d'Ivoire, chaque conseiller a un mouvement politique de soutien à sa guise, à sa solde. Mais on vous a pas, le contribuable ne vous paye pas pour que vous créez des mouvements de soutien au niveau de la France que vous appelez diaspora. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. L'ambassade de Côte d'Ivoire a un rôle important à jouer au sein de la diaspora. C'est l'ambassade de Côte d'Ivoire qui doit organiser la diaspora ivoirienne pour que nous soyons des citoyens ivoiriens et non des militants d'appareils politiques. Mais si l'ambassade même organise des mouvements de soutien politique, comment voulez-vous que la diaspora soit unie? Comment voulez-vous que la diaspora ivoirienne soit des citoyens ivoiriens? Ça veut dire que l'ambassade favorise même le militantisme politique plutôt que la citoyenneté. C'est là où il y a un problème. L'ambassade favorise le militantisme politique plutôt que la citoyenneté. Il y a un problème. Il faut que l'ambassade organise les Ivoiriens de la diaspora à être des citoyens et non à être des militants politiques. Ça fait des années et ce n'est pas aujourd'hui. Ça fait depuis que l'ambassade existe. Depuis la mort de Houphouët-Boigny, on a une ambassade qui fait du militantisme politique plutôt qu'à accompagner les Ivoiriens de la diaspora à être des citoyens ivoiriens tout simplement. Nous voulons être des citoyens et non des militants. Donc il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Quand il y a une information sur les événements, il faut que tous les Ivoiriens soient au même niveau d'information. Il n'y a pas de raison que ce soit celui qui est au pouvoir, qui a ses militants qui sont au niveau de l'information et les autres ne sont pas au niveau de l'information. Ça veut dire qu'il y a une discrimination déjà au sein même de la représentation diplomatique. Il y a une discrimination. Il y a un rejet déjà de l'autre. Comme il n'est pas de mon bord politique, il n'est pas informé comme mes militants. Monsieur le Président de la République, il y a un vrai problème au sein de la représentation diplomatique de la Côte d'Ivoire. Il faut que ça s'arrête. Nous, les Ivoiriens de la diaspora, nous voulons être des citoyens ivoiriens et non des militants politiques.
Nous voulons des citoyens ivoiriens et non des militants politiques. Voilà ce que je voulais dire un peu sur l'organisation et sur la représentation. Parler pour rebondir et terminer rapidement sur deux sujets. Je voulais remercier très solennellement le président de la République. Mes amis, à tous les citoyens pour la paix, à tous les citoyens ivoiriens, je suis fier que la Côte d'Ivoire puisse accueillir le tramway en Côte d'Ivoire. J'en suis fier. Je suis fier en tant que citoyenne que notre pays, la Côte d'Ivoire, puisse avoir un tramway. Mes amis, nous le méritons. La Côte d'Ivoire mérite d'avoir son tramway. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec ça? La Côte d'Ivoire mérite d'avoir un tramway. La Côte d'Ivoire est une puissance économique de la sous-région. La Côte d'Ivoire est le miroir de la sous-région. La Côte d'Ivoire est un pays qui a besoin de développement au niveau des transports en commun. Donc avoir un tramway en Côte d'Ivoire, j'en suis fier. Je suis fier en tant qu'Ivoirienne de savoir que mon pays va avoir un tramway. Et j'espère que le président de la République va continuer au-delà du 1 tramway. On va avoir 2 tramways, 3 tramways, 4 tramways pour permettre l'accessibilité, pour permettre à nos concitoyens de se déplacer beaucoup plus librement, sans embouteillage, pour pouvoir désenclaver un peu tout ce qui est embouteillage. Mes amis, regardez, j'ai eu cet échange sur les réseaux sociaux avec beaucoup de personnes qui ont estimé que pourquoi dépenser des milliards pour construire un tramway. Je vais être très bref sur le tramway. Quand on n'a pas réussi, parce qu'on dit, quand tu es un homme de l'État, ta signature, c'est qu'est-ce que tu as construit dans ton pays. Quand tu es un homme de l'État, ta signature, c'est qu'est-ce que tu as apporté à la population pour le bien-être de la population. Houphouët-Boigny a fait la Sotra. Depuis la mort d'Houphouët-Boigny, depuis les transports en commun, la Sotra, avec les bateaux mouches, il n'y a plus d'autre modalité de transport qui s'est développée en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un tramway en Côte d'Ivoire. D'abord, le tramway, ça permet, le tramway pollue moins. Donc, au niveau énergétique, au niveau climatique, le tramway est un bien-être pour la population. Regardez la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Toutes les voitures qui arrivent, les France au revoir sont remplies en Côte d'Ivoire. Ce qui fait qu'il y a une forte pollution en Côte d'Ivoire. Les maladies qu'on ne voyait pas en bas, au niveau, l'asthme s'est développé. Les gens ont des problèmes de respiration et des maladies respiratoires. Les gens sont enrhumés toute l'année. Pourquoi à Abidjan? Parce qu'il y a trop de concentration des gaz à effet de serre. Donc la pollution est très très élevée au niveau d'Abidjan. Moi j'ai été à Abidjan, j'ai été étouffé. On se croyait sur le pont de Bagnolet. Quand vous allez sur le pont de Bagnolet, là, tout à Abidjan ressemble au pont de Bagnolet. La pollution, on la voit même dans l'air. L'air est devenu lourd, sombre. On ne voit même plus. C'est malheureux. On a du mal à apercevoir les nuages. Tellement que l'air est pollué. Donc il faut développer les transports propres. Et le tramway fait partie des transports propres. Le tramway est une très bonne chose pour la Côte d'Ivoire. Je dis merci au chef de l'État. Il peut aller encore plus loin. Mon ami Rechon Yamke. On a même du mal à percevoir les étoiles. Pourquoi? Parce que l'air est pollué. Donc, on doit encourager, quand il y a une volonté du président de la République de faire quelque chose qui est bien pour la population, on doit encourager, dire merci. Merci, monsieur le président, parce que c'est très bien pour la Côte d'Ivoire d'avoir un tramway. On a des citoyens, nos frères, qui mettent 3 heures, quand tu dois quitter Agnaman, pour arriver à Port-Boué, pour aller faire ton petit jossi au port, tu mets 4 heures sur la route. Parce que les Baka conduisent mal, chacun conduit dans tous les sens. Les gens n'ont même pas, ils ont le permis, mais ils ne connaissent pas le code de la route. Ils ont le permis, ils ne connaissent pas le code de la route. Tu as quelqu'un qui passe son permis là, il s'en va faire son business, il achète un Baka, ou bien son Wara Wara, il dit les chauffeurs de taxi, ou les chauffeurs de Wara Wara. Chacun fait son prix à la tête du client. Il y a un désordre total dans les transports à Abidjan. Donc, mettre en place des transports en commun, c'est quelque chose de très important pour pouvoir canaliser tout ça et réorganiser les transports au niveau du transport urbain. Donc, on ne peut pas critiquer le fait que
Le chef de l'État a un projet, une ambition de mettre en place un tramway qui part d'Aniama jusqu'à Port-Boué. Vous vous en rendez compte? D'Aniama jusqu'à Port-Boué, quand il y a un tramway, mais c'est une bonne chose pour la circulation et il y aura moins, les gens vont utiliser de moins en moins leurs voitures. Il faut pousser les gens à utiliser de moins en moins leurs voitures, dégager les voies pour faire vraiment de l'espace, afin que Abidjan soit quand même soit respirable. Il faut qu'on arrive à respirer à Abidjan. Merci, merci Massa Fofana. Le Maroc a un tramway, l'Algérie a un tramway. Alors la Côte d'Ivoire, on met en place, le chef de l'État a une vision républicaine de faire un tramway pour permettre à ses concitoyens du nord au sud de se déplacer facilement. Et vous avez des gens qui se mettent à critiquer. Mais vous qui critiquez là, vous avez fait quoi? Quand on va vous dire ça, vous allez dire qu'on a insulté les gens. Moi je veux bien qu'on critique l'action de l'État. Mais il faut qu'on soit dans une critique objective, dans une critique constructive. Vous qui critiquez là, on va mettre un tramway d'Aniama jusqu'à Port-Boué. Vous qui critiquez là, vous avez fait quoi? Quelle a été votre action au niveau? Parce que là on parle d'Abidjan. Il n'y a pas à faire de dire que la Côte d'Ivoire était divisée en deux. Parce que vraiment, cette soupe là, moi j'en veux plus. La soupe de dire que la Côte d'Ivoire était divisée en deux, on a laissé ça. Là on parle d'Abidjan. Parce que c'est Abidjan, hein. C'est d'Aniama jusqu'à Port-Boué. Vous qui critiquez pour dire que c'est mauvais de mettre un tramway là, vous avez mis quel transport en commun pour permettre aux citoyens de circuler beaucoup plus vite et librement? Donc, franchement, il ne faut pas critiquer pour critiquer. Ce que tu n'as pas pu faire là, quand l'autre fait, tu dis oui, on aurait pu faire comme toi. C'est vrai, on n'a pas fait. Toi, tu fais, c'est une bonne chose. Mais il faut faire bien pour que nous tous on en profite. C'est ça la critique positive. On n'a pas pu faire ce que tu es en train de faire. On aurait pu le faire. On ne l'a pas fait. Si tu le fais, c'est une bonne chose. Mais il faut penser à ceux qui sont à la classe qui est pauvre pour qu'elle puisse aussi profiter de ce transport en commun. Il ne faut pas que le tramway devienne un tramway de luxe pour les cadres, pour ceux qui ont les moyens. Il faut que le tramway soit accessible à toute la classe politique, à toute la classe sociale ivoirienne. C'est ça, ma préoccupation. Je suis très heureuse qu'on ait un tramway en Côte d'Ivoire. C'est une fierté pour moi. Parce que moi, ici, je vis en France. Quand je quitte Port-de-Pantin pour aller à Porte de Vincennes, je n'ai pas besoin de passer par Paris. Pour revenir, prendre la ligne 5, descendre carrément à Aubert, chercher à faire une correspondance à Aubert, reprendre le REA pour descendre à Vincennes. Je prends directement le tramway qui quitte Port-de-Pantin, direct, il m'amène à Port de Vincennes. En moins de 15 minutes, je suis à Port de Vincennes avec le tramway. Donc, quand je pense que mes frères ivoiriens, mes concitoyens vont profiter aussi de ce bien-être rapide de transport, mais je peux que me réjouir. Je ne peux pas dire que c'est mauvais. Vous-même qui critiquez là, vous empruntez les tramways en France ici. Votre transport, c'est le tramway. Quand tu quittes Port de Vincennes pour aller à Place d'Italie, tu prends le tramway parce que c'est rapide. Tu n'as pas envie de faire 3 ou 4 correspondances. Vous critiquez le tramway et pourtant c'est vous-même qui utilisez le tramway en France. Je n'arrive pas à comprendre. C'est quand même paradoxal. Je n'arrive pas à comprendre que ce que vous appréciez chez les autres, vous ne voulez pas que Alassane Ouattara mette ça en place en Côte d'Ivoire parce qu'il s'appelle Alassane Ouattara. Mais je trouve ça stupide. Bien au contraire, il faut l'encourager. A dit, monsieur le président, c'est un essai. On va mettre un tramway d'Aniama à Port-Boué. Quand on voit que ça marche bien, que ça fonctionne bien, on peut envisager pour dire, si on a mis un tramway d'Aniama à Port-Boué, on peut continuer de Port-Boué aller à Bassam, par exemple. Mais c'est merveilleux. Un tramway, parce que c'est possible de le faire. De Port-Boué à Bassam, on peut mettre un tramway. Ça fait comme c'est même pas des trains, des tramways, parce que c'est une banlieue. Bassam est une banlieue d'Abidjan. Ça s'appelle ici, aujourd'hui en France, ici, les gens parlent de Grand Paris. Le Grand Paris, pour relier toute la couronne autour de Paris, relier la couronne entre elles. Qui est la petite couronne, où les tramways passent, qui font les portes de Paris. Mais la grande couronne parisienne qui s'appelle l'île de France, on l'appelle le Grand Paris. Les Français réfléchissent comment ils vont mettre un tramway pour que ça puisse relier toute l'île de France. Mais ils ont une vision. Mais réfléchissons aussi, faisons notre vision à nous, puisqu'on vit et que ça nous apporte du bien. Pourquoi toi tu es bien en France et que tu ne veux pas que tes parents soient bien en Afrique?
C'est la question que je pose à ces détracteurs des tramways. C'est la question que je pose à ces détracteurs des tramways. La maire de Paris, là, elle s'appelle Anne Hidalgo. Elle est de gauche. La présidente de l'Île-de-France, là, elle s'appelle Valérie Pécresse. Elle est de droite. Les deux femmes, là, elles sont de deux partis politiques opposés. Quand elles s'attaquent, là, tu ne peux même pas respirer. Mais dans l'intérêt de tous les Français qui sont en Île-de-France, ils réfléchissent en France et puis ils coordonnent les choses. Donc Anne Hidalgo, elle est de gauche, Pécresse est de droite, mais ils réfléchissent pour dire, bon, au nom de l'intérêt, pour que les populations puissent circuler bien, on va penser au Grand Paris. Mais les gens ont des visions. Ils ont des visions politiques pour le bien-être de leurs concitoyens. Vous êtes assis là, vous profitez de ça et puis c'est vous qui critiquez le tramway à Abidjan. Mais ce qui est drôle là, vous allez voir, hein, ce que je suis en train de vous dire. Ce que je suis en train de vous dire. Les premières personnes qui vont prendre le tramway là, ce sont les mêmes gens qui ont critiqué le tramway. Ce sont les premières personnes qui vont courir. Ce sont les premières personnes qui vont prendre le tramway. Quand on va dire, bon, faites votre passe de tramway là, si vous êtes sûr que vous êtes fort, écrivez Gore dessus. Ils ne vont pas écrire ça. Vous allez voir encore qu'il n'y aura même pas un seul Gore. Il ne faut même pas mettre ça dessus. Les premiers qui critiquent, ce sont les premiers qui commentent le tramway. C'est un bien-être pour les populations. Vous savez le temps que les gens prennent. Moi, quand tu quittes à Bobo pour aller à Port-Boué, mais c'est un truc de fou. Tu prends un taxi, il ne met même pas le compteur, il te dit c'est 15 000 francs CFA. Tu ne sais même pas sur quel kilométrage il met 15 000 francs. Tu quittes, en gré, tu dis tu t'arrêtes pour bon. Il s'arrête net, il dit 10 000 francs. Mais il faut développer les transports en commun. Il faut développer les transports en commun pour permettre à ce que la Côte d'Ivoire puisse être un peu aérée. Voilà. Il faut aérer Abidjan. Abidjan est trop pollué, il faut aérer Abidjan. Donc il n'y a que les transports en commun pour permettre, au niveau fluvial là, déjà c'est une chance. Donc développer les transports en commun au niveau fluvial pour que les gens puissent de Bobo-Dioumé, Plateau, Trècheville, Port-Boué, ce soit vraiment accessible pour permettre à désengager au niveau. Tu ne peux pas être dans une voiture et puis tu mets 2 heures dans un taxi compteur. Mais le temps que tu arrives, on dit 20 000 francs. Mais tu enlèves l'argent là où? Donc la chose qu'on peut demander à l'État, pour dire, dans la construction de ce tramway, permettons à toutes les classes de pouvoir bénéficier de ce transport en commun. Et que le tramway ne soit pas un transport de luxe pour ceux qui ont déjà des voitures de luxe. Parce qu'en France, le ticket du tramway, là, c'est 2 euros. Ça veut dire, je crois, ça fait 1200 francs. En France, c'est 2 euros. Donc, ça fait 1200 francs. Mais tenons compte du coût hein, au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, si en France, le ticket fait 1200 francs, CFA, c'est-à-dire 2 euros, il ne faut pas qu'en Côte d'Ivoire, le même ticket fasse 4 euros. C'est-à-dire 2500 francs le ticket pour prendre un tramway. Monsieur le Président, moi, c'est tout ce que je vous demande. Je suis très heureuse en tant que citoyen que la Côte d'Ivoire puisse avoir un tramway. Je suis très heureuse. Et beaucoup d'Ivoiriens comme moi le pensent. Nous sommes la masse, la majorité, nous sommes très heureux. Cette majorité est heureuse que la Côte d'Ivoire puisse bénéficier de ce transport propre. Parce que le tramway est un transport propre. Au niveau écologie, c'est un transport qui est propre, qui est conseillé. Mais il faut que ce soit accessible, même à la classe pauvre, qu'elle puisse bénéficier de ce tramway. Parce qu'à Niamey, ce n'est pas les riches qui sont à Niamey. À Bobo, ce n'est pas les riches qui sont à Bobo. À Djamé, ce n'est pas les riches qui sont à Bobo. À partir du plateau, ils sont un peu riches. Donc, nous qui habitons derrière, là, il faudrait que ça soit accessible pour nos parents qui n'ont pas suffisamment de moyens et que le tramway en France, ça fait 2 euros. Il ne faut pas que ça fasse 4 euros à Abidjan. Là, on peut dire, on sollicite le chef de l'État, les autorités ivoiriennes à ce que ça soit, on peut poser le débat du coût que ça peut reprendre. Mais on dit non, c'est pas bon. Il n'a pas à faire le tramway. Il ne doit pas faire le tramway. Mais toi-même, tu dis qu'il ne faut pas faire le tramway. Toi-même, tu as fait quoi? Toi-même, tu as fait quoi? Toi, tu dis qu'il ne faut pas faire le tramway. Toi-même, tu as fait quoi? Tu as mis quel transport en commun à Abidjan sur le mois? Tu as mis quoi? Il n'y a rien. Chaque moins d'1 minute, il y a un accident en Côte d'Ivoire. Avec les baka, les woro-woro, et tout. À moins d'1 minute, chaque 1 minute, il y a un accident. Chaque 1 minute, il y a un accident. Parce qu'il y a des chauffeurs qui ne connaissent pas le code de la rue. Il y a ceux qui ne respectent même pas l'être humain. Tu es un chauffeur, tu vois les gens qui traversent, il vient en flèche, il ne sait même pas s'arrêter pour dire, ah, il y a des piétons qui traversent, ils ne connaissent pas tout ça. Pour eux, le chauffeur pense que lui, il est prioritaire que le piéton. Voilà la vie en Afrique. Le chauffeur pense qu'il est prioritaire parce que pour lui, être chauffeur d'une voiture, ça lui donne l'autorité. Donc, il pense qu'il est prioritaire sur le piéton. Donc, les transports en commun, il faut les développer pour pouvoir
aéré à Abidjan. Donc vraiment, mes amis, sur ce plan, je pense que c'est une très très bonne chose. Ici, aujourd'hui, là, au niveau de l'île de France, la majorité des Africains, ils habitent au niveau, vous allez à Place d'Italie, à Porte d'Italie, à Ivry, à Vitry, jusqu'à Clément Bicêtre, les Africains sont là-bas. Et surtout les Ivoiriens, ils sont remplis là-bas. Mais il y a tramway là-bas, c'est eux qui prennent tramway. Les Gauls là, ils sont vers là-bas. Moi, je vous dis ça. Les Gauls là, ils sont là-bas. Mais les tramways là, ils sont remplis dans les tramways. Et c'est eux qui sont sur Facebook, qui disent, c'est pas bon tramway à Abidjan, mais tramway que tu prends en France ici, c'est pourquoi? Si toi tu penses que tramway n'est pas bon à Abidjan, pourquoi toi tu prends tramway en France pour te déplacer? Tu penses que le tramway n'est pas bien? Pourquoi toi tu empruntes le tramway en France? Étant donné que c'est pas bien. Voyez mes amis, c'est un peu ce qui est malheureux. Donc c'est pour ça que moi souvent ça me fait rire. Quand tu les lis, tu te dis, hey, on dirait on est dans les guignols d'Abidjan, Goul. Tu sais même pas si souvent ils raisonnent même. On va dire demain là, si comme vous êtes Goul là, vous venez nous dire si vous êtes Goul avant de prendre le tramway, ils n'auront même pas un seul Goul en Côte d'Ivoire. Ils ne vont pas montrer leur carte de Goul. Donc franchement, il faut qu'on arrête un peu cette petite polémique inutile qui ne va pas dans le bien-être de la population. Le tramway est une bonne chose, oui. Le tramway va permettre aux Ivoiriens de circuler librement, oui. Le tramway va permettre de désenclaver un peu les bouchons à Abidjan, oui. Au niveau d'Adjamé, même tu ne peux même pas passer. Il n'y a même pas de route bloquée. Tout ça va aérer un peu la Côte d'Ivoire. Vraiment, c'est une très bonne chose. Donc, je voulais vraiment... voilà, c'est ça. Il faut que les coûts, effectivement, calment. Il faut que les coûts soient liés aux réalités des populations, aux réalités vraiment. Il faut tenir compte du SMIC ivoirien pour que le coût soit. Et moi, je suis très contente que ce soit des entreprises françaises qui puissent construire ce tramway. Je suis très contente. Voyez, mes amis, c'est là où je trouve que c'est important. Les entreprises françaises qui ont eu le marché de la construction. Parce que déjà, au niveau des entreprises françaises, il y a une fiabilité. Il y a déjà une vraie garantie. On ne va pas venir avec les Shintok. Il y a une vraie garantie. Regardez les ponts Félix Houphouët-Boigny et puis le pont, comme on appelle, jusqu'à Destin. Depuis la construction des ponts, ces ponts-là sont encore solides. Parce que c'est les entreprises françaises qui ont construit ces ponts. Donc, les gens qui maîtrisent quelque chose, il faut leur donner le marché, ils vont faire bien. Quand quelqu'un a les compétences, donne-lui le marché. Il ne faut pas donner le marché à ton copain parce que c'est ton copain. Clairement, moi, je suis d'accord. Ces entreprises françaises, je pense qu'il y a Bouygues, il y a Keolis, et puis il y a Alstom. En France, ici, là, les cadres ivoiriens qui travaillent à Alstom, ils sont nombreux. Et moi, j'en connais. Les cadres qui travaillent chez Bouygues, ils sont nombreux, j'en connais. Donc, il y a beaucoup de cadres ivoiriens qui travaillent dans ces entreprises en France, ici. Donc, quand j'entends les gens dire, ah, c'est la France qui va construire. Oui, mais vos parents sont cadres dans ces entreprises en France, ici. Vos frères sont cadres dans ces entreprises en France, ici. Ils sont des cadres. Donc, il y a des Ivoiriens qui travaillent, qui sont des cadres dans ces trois entreprises que j'ai citées. Donc, aujourd'hui, ces entreprises ont le marché de la construction du tramway à Abidjan. Je dis, c'est très bien. Ça veut dire que ce sont des jeunes cadres ivoiriens qui vont participer à la construction de ce transport. Combien de cadres ivoiriens travaillent dans les grandes entreprises chinoises? Dites-moi, combien? Donc, pourquoi on va donner ce marché à la Chine? La Chine n'emploie pas les Africains pour travailler. La Chine a toujours sa main-d'œuvre. Elle ne prend pas comme main-d'œuvre les Ivoiriens ni les Africains. Donc, donnons les marchés aux entreprises qui prennent pour main-d'œuvre, qui prennent la main-d'œuvre ivoirienne ou africaine. C'est ces entreprises que nous devons favoriser. On ne va pas favoriser les entreprises où on n'a rien. C'est-à-dire, ils prennent les marchés, ils ont l'argent, et puis ils n'emploient pas. Alors que ces créations d'entreprises, ce sont les Ivoiriens qui seront des employés qui vont travailler dans ces entreprises, qui seront des cadres. Donc, on crée de l'emploi. En cela, je dis bravo. Moi, je dis bravo. Je suis très contente que ce marché revienne à la France. Moi, je suis très, très contente parce qu'il y a beaucoup de jeunes cadres ivoiriens qui travaillent dans ces trois entreprises. Donc, c'est une bonne chose. Et enfin, pour en finir, mes amis, parce que j'ai été très, très long pour en finir, pour parler un peu de rendre un grand hommage à Drouba Didier. C'est pour ça, Re-cho-cho, Niamke, Re-cho-cho. Pour parler un peu de ce qui s'est passé, contrairement à ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux, je vois beaucoup de personnes qui vilipendent Drouba Didier. Bon, Drouba Didier, il a l'habitude. Moi, je voulais dire simplement à ces personnes-là, c'est parce qu'ils sont simplement jaloux. Ils aimeraient tellement être à la place de Drouba Didier qu'ils ne sont pas à cette place-là. Donc, c'est leur haine aveugle qui les fatigue.
On reproche quoi à Drogba Didier? Qu'est-ce qu'on reproche à Drogba Didier? Mes amis, on n'a qu'à se dire la vérité. On reproche quoi à Drogba? Qu'est-ce qu'on reproche à Drogba Didier? C'est pour ça que j'ai joué la chanson de Gadji Seli. Gadji Seli, c'est un grand footballeur. Autant de Fouet-Boigny, Gadji Seli a été reçu par Fouet-Boigny. Lui-même, c'est le fils de Nanan Photo. Père à son âme. Gadji Seli, il dormait chez la grâce. C'est le seul mec qui rentrait dans la chambre de la grâce de Fouet-Boigny. Et c'était un footballeur ivoirien. Il a été reçu par Alassane Ouattara quand il était premier ministre de la Côte d'Ivoire. Bédier. Donc, on va dire, les footballeurs sont des sportifs. Sont des personnalités sportives. Donc, une personnalité sportive ne fait pas de politique. Elle est à la disposition de son pays, quand son pays a besoin d'elle. Voilà. Une personnalité politique sportive, normalement, elle ne fait pas de politique. Donc, Drogba Didier, Gadji Seli, la génération de Gadji Seli, avec de Ouma Ben Salah, avec de Aboulaye Traoré, ils ont été reçus par le chef d'État africain, par le président de la République de la Côte d'Ivoire, par les personnalités politiques. Mais c'est normal. C'est normal qu'ils soient reçus par les personnalités politiques. C'était leur génération. Aujourd'hui, ce n'est plus leur génération, c'est la génération de Drogba Didier. Donc, Drogba Didier, il est reçu par le président de la République, par le couple présidentiel. C'est tout à fait normal. Je ne sais pas ce qu'on reproche à Drogba Didier. Même s'il va aller dîner même chez la famille présidente, mais il va aller dîner avec eux. C'est normal. C'est une personnalité sportive. Il représente son pays. Enfin, il représente la Côte d'Ivoire. Drogba Didier est un citoyen. Il n'est pas xénophobe. C'est un citoyen. Donc, je ne sais pas si les gens pensent qu'ils voulaient que Drogba Didier reste xénophobe comme eux. Mais il est citoyen ivoirien. C'est une personnalité sportive. Il incarne la citoyenneté. Il a le droit d'être invité à un grand événement qui concerne son pays. On dit, le monde entier est invité dans son pays d'origine. Et c'est-à-dire que la personnalité emblématique ivoirienne du sport n'est pas présente. Il faut qu'il soit présent. On reproche pour dire pourquoi Drogba Didier s'est affiché avec le couple présidentiel. Mais dites-moi, les gens qui s'affichaient avant les couples présidentiels, et pourquoi aussi ils se sont affichés à eux? Voyez, moi je comprends leur histoire. Moi je vais vous dire la vérité. Au fait, Alassane Ouattara les connaît tellement qu'il les a calés en l'air. C'est ça là qui les fatigue. Ils aimeraient être à la place de Drogba Didier. Mais comme ils ne sont pas là, ils se plaignent. Mais les personnalités politiques, vous accrochez à côté de là, c'est pour quelle raison? Ils aimeraient être à la place de Drogba Didier. Il y a un événement. C'est-à-dire, les responsables politiques du monde entier, les décideurs, ils sont là, en Côte d'Ivoire. Drogba Didier, qui est une personnalité internationale, il va à l'événement, à un sommet qui concerne son pays, où tout le monde est représenté. On dit non, Drogba Didier ne devait pas être là. Il ne devait pas être là, il devait rester à l'étranger. Mais je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi Drogba Didier ne devait pas être là? On reproche quoi à Drogba Didier? Attendez, j'ai un appel. Je ne sais pas qui m'appelle, si la personne veut intervenir. Je ne sais pas. On reproche à Drogba Didier d'être présent à un événement. Mes amis, franchement, il faut que les gens puissent arrêter un peu ce genre de comportement-là. Hein? Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête ce genre de comportement. Je regarde, j'ai un appel, je ne sais pas qui m'appelle. Il faut qu'on arrête ce genre de comportement. On ne peut pas reprocher à Didier Drogba d'être présent à un sommet aussi important. Alors, bon, je n'arrive pas à choper la personne. Je ne sais pas pourquoi. D'ailleurs, je n'arrive pas à choper la personne. Donc voilà, ça ne passe pas. On me donne un numéro qui n'est pas le mien. Donc celui-là, je ne vais pas. Donc voilà un peu comment je voulais terminer. Et je voulais dire merci à... Vraiment, il faut que les gens grandissent un peu. Comme vous dites, grandissez un peu. Grandissez un peu. Respectez un peu. Comme dit Gadji Seli, respectez un peu. C'est quelle génération ça là? Respectez un peu. Voilà, la politique, petite politique politicienne n'a vraiment pas de sens. Elle n'a pas lieu d'être là. Drogba Didier est un citoyen ivoirien qui doit être présent là où besoin, où le pays a besoin de lui. Il doit être là. C'est un républicain. Ce n'est pas un militant des partis politiques. Et il n'est pas là pour faire de la politique. Donc ceux qui pensent qu'ils doivent faire de la politique, ça c'est leur problème. Ils peuvent continuer à faire leur politique. Drogba Didier est un citoyen ivoirien.
concernant Drogba Didier, Anaïs dit concernant Drogba Didier, il faut que les Ivoiriens comprennent. Je reviens rapidement à ce qu'elle a dit Anaïs. Je vais revenir à ce que Anaïs a dit. C'est passé tellement vite. Il faut que les citoyens ivoiriens comprennent que Drogba est un citoyen ivoirien et que dans son pays, dans son devoir des citoyens, eh bien voilà, merci Anaïs, effectivement. C'est voilà, son devoir des citoyens, il a joué pleinement son devoir des citoyens, il est présent. Et tous les citoyens ivoiriens, s'ils avaient la possibilité d'être présents, ils seraient présents à ce grand rendez-vous. Donc moi, vraiment, au passage, je veux saluer Drogba Didier, merci de rester républicain, de rester citoyen ivoirien. Et puis, voilà, je pense qu'il est habitué. Vous allez voir, ces mêmes personnes-là qui insultent Drogba Didier, je peux vous dire, ils tendent toujours la main à la main de Drogba Didier en France ici. Ils sont les premiers même à aller demander des services à la main de Drogba Didier. Beaucoup d'entre eux ont demandé des services à Drogba Didier. Et donc, je pense qu'ils sont dans cette haine-là. Et ils n'ont pas été reçus. Donc, il y a aussi tout ça là, on se connaît. On se connaît. Il y a tout ça là derrière. Voilà. Bon, si on dit on va critiquer Drogba Didier parce que Drogba Didier, il est trop radin, point net, on peut porter des critiques dessus. Mais reprocher à Drogba Didier d'être citoyen, vraiment, je trouve ça un peu absurde et stupide. On ne peut pas reprocher à un Ivoirien d'être un citoyen ivoirien. Donc, je ne sais pas, qu'est-ce que vous voulez qu'il soit? Je ne sais pas. On est citoyen ivoirien avant d'appartenir, avant d'être un militant politique. Drogba n'est pas un militant politique, c'est juste un citoyen ivoirien. Donc, soyons tous des citoyens ivoiriens au nom de la paix, à mes amis, et puis construisons ensemble la paix au nom de la paix. Restons des citoyens ivoiriens pour la République ivoirienne, pour la nation ivoirienne, pour l'avenir de nos enfants. Je veux dire merci à tout le monde, merci à tous de m'avoir suivi. Et puis, continuez, envoyez-moi des sujets que vous voulez que j'aborde. Et envoyez-moi ces sujets, écrivez-moi, je suis disponible. Si je ne réponds pas tout de suite, c'est parce que je n'ai pas un temps, mais dès que j'ai un bout de temps, je réponds à vos questions. Et je suis à votre disposition au nom de la paix, mes amis. Mes amis, soyons tous des Ivoiriens et non des militants. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, cette polémique un peu, cette polémique, elle n'a pas lieu d'être. Que le Seigneur... Merci beaucoup, Chantal, Tano, merci beaucoup. Merci à tous. Mohamed, Dia, merci. Amélie, Kodo, merci à toi. Merci à tous. Merci à tout le monde. Lydie Conan, ma belle. Merci à toi. Merci, ma soeur, ma belle-sœur. Tu embrasses mon petit cousin qui a eu son anniversaire hier. Je le salue. Je le salue. Daisy, merci. Merci, Anaïs, merci à toi, ma soeur. Merci pour tout. Merci à tous les Ivoiriens. Je pense que la paix, nous tous, nous devons penser la paix, nous devons réfléchir la paix au nom de la Côte d'Ivoire, au nom de notre pays. Vraiment, la démocratie, comme l'a chanté Dikale Yadé, la démocratie, c'est pas la guerre. La démocratie, c'est bien au contraire la paix. Donc cette paix-là, nous devons vraiment la construire et penser à la Côte d'Ivoire plutôt que de... Merci à tous, on n'est pas la guerre. La démocratie n'est pas la guerre, mais c'est la paix. Voilà, donc tous les démocrates doivent normalement avoir des idées de paix. Tous les démocrates doivent penser la paix. Tous les démocrates doivent construire la paix. Tous les démocrates doivent écrire que la paix, discuter des paix, des propositions de paix, plutôt que d'être dans des injures. Voyez, c'est les non-démocrates là qui aiment les injures, qui ne sont jamais dans la proposition, qui sont à court d'arguments, qui sont toujours dans les insultes. Ils veulent nous empêcher, mais ils n'y arriveront pas parce que nous, on ira à la paix. On ira à la paix. Mes amis, on ira à la paix. Et la paix... La paix, c'est vraiment pour la Côte d'Ivoire. Merci à Diakouba Touré. Merci à... Merci à tous. Merci à tous. Merci à tout le monde. Je suis en train de lire Solange Mercier, merci à toi. Mustapha Touré, merci à toi. Merci à toi aussi. Je vous lis. Attendez, je vais vous lire là.
C'est qui d'autre? Angèle Sourou, merci à toi. Merci ma sœur. Euh, merci à toi. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Merci. Merci, 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 merci. Merci à tout le monde. Merci, 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 merci. Lozana Dosso, merci. Je voulais dire merci aux États-Unis, merci à Fofana du côté de l'Europe de l'Est, il s'y reconnaîtra. Merci d'avance, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Très très fort, Kane, merci. Ami Camara, merci à toi. Jolie Dao, merci. Angèle, Soso, merci. Je vous embrasse tous. Et puis je vous dis à très 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 bientôt. Je voulais aussi dire merci à mon grand frère fort, que je n'ai pas vu depuis 2 jours, mais du côté des États-Unis, que je salue au passage, s'il m'entend. Merci à Zasso, merci à Kofi, à Yolande Kofi pour tout. Merci beaucoup à toi. Merci, j'embrasse Mélissa, tu l'embrasses de ma part. Merci à toutes les personnes. Merci à tout le monde. J'ai envie de dire merci à tout le monde, de citer tous les noms. J'aurais bien voulu, je vous embrasse aussi. Monica, oui, merci à toi, je t'embrasse. Isakana, je t'embrasse. Je vais embrasser tout le monde. Mais si je veux t'embrasser tout le monde, on va rester encore plus longtemps. J'aimerais bien rester encore plus longtemps avec vous. Il faut que j'arrête. Donc voilà, je vous dis un excellent week-end au nom de la paix, pour la paix en Côte d'Ivoire. Vraiment merci et merci aux autorités ivoiriennes. Merci à tout le monde. Bis, bis, bis. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous embrasse. Excellent week-end à tous.